Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'activiste suisse d'origine camerounaise, Nathalie Yamb, a décliné mercredi 12 mai son invitation à prendre part à un colloque sur la transition monétaire, prévu les 26, 27 et 28 mai prochains à Lomé. Dans un réquisitoire publié sur sa page Facebook, Nathalie Yamb a accusé le Togolais professeur Kako Nubukpo et certains invités de rouler pour la France. Mais comment comprendre cette trahison du professeur Kako Nubukpo contre l'Afrique? Pourquoi la France tient à tout prix à maintenir le franc CFA en Afrique? Suivons maintenant les analyses de Nathalie Yamb et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Messieurs, le sujet qui nous intéresse, France CFA, colloque de Lomé, la trahison de Kako Nubukpo contre l'Afrique, c'est notre grande interrogation. Messieurs, à l'invitation de l'économiste Kako Nubukpo, des intellectuels politiques et économistes, selon ce qu'on nous dit, vont se retrouver à Lomé les 26, 27 et 28 mai prochains pour plancher sur l'avenir du franc CFA, alors que la réforme de cette monnaie patine toujours, et ça il faut également le dire. Kako Nubukpo, ex-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé est désormais commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, abrégé UEMOA, et bien chargé du département agriculture, ressources en eau et environnement, est à l'initiative des états généraux de l'ECO qui se tiendront justement les 26, 27, 28 mai dans la capitale togolaise Lomé. Mais il faut préciser par ailleurs que il faut le dire comme ça, ce colloque qui aura lieu en mai prochain ne plaît pas du tout à plusieurs intellectuels sur le continent africain. Voilà pourquoi nous nous interrogeons en France CFA. Éco, colloque de Lomé, la trahison de Kako Nubukpo contre l'Afrique. Et parmi les personnes d'ailleurs qui étaient invitées, ça il faut le dire également, à Lomé le mois prochain, il y a également Nathalie Yamb qui elle déclare haut et fort qu'elle ne participera pas, il faut le dire comme ça, à ce colloque et elle est catégorique, elle signe justement dans cet élément. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. L'an dernier, j'ai été contactée par l'économiste togolais Kako Nubukpo pour participer à une conférence intitulée « Les États généraux de l'ECO » qu'il comptait organiser à Lomé à la fin du mois d'avril 2020. Covid étant venu mélanger les plans du monde entier, l'événement a été décalé à fin mai 2021. Et c'est ainsi que j'ai reçu une invitation officielle à laquelle j'avais donné mon accord de principe en février en attendant d'avoir plus de détails. Un adage dit que le diable est dans les détails et c'est bien vrai. Lorsque l'agenda officiel de la conférence a été rendu public, son agenda caché s'est présenté dans toute sa laideur. Et c'est de cela dont nous allons parler cette semaine, de l'agenda de la France-Afrique, de son histoire et de ses agents infiltrés ou assumés. Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest? Tel est le thème autour duquel s'organise le colloque de Lomé. Dès qu'on se penche sur le programme, les premiers hics sautent aux yeux. D'abord, la structuration de la conférence. Quel sérieux peut-on accorder à un événement qui est censé réfléchir à une monnaie ouest-africaine, mais qui exclut tout intervenant et ou représentant des banques centrales du Nigeria, Ghana, Libéria, Sierra Leone, Gambie et même Guinée, qui sont tous membres de la CEDEAO, mais ont tous été écartés par Nubukpo. Les conclusions attendues sont pourtant supposées aboutir à, je cite, premièrement, une réflexion sur la transition des monnaies nationales de la CEDEAO vers l'ECO, vu l'urgence du développement des pays concernés, et deuxièmement, à définir une feuille de route à soumettre aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, fin de citation. Sachant qu'il y a 7 monnaies dans la communauté, à savoir le cedi ghanéen, le dalasi gambien, le dollar libérien, le franc guinéen, le léon sierra-léonais, le naira nigérian et le franc CFA de l'UEMOA, je me demande comment on peut envisager aboutir à des conclusions pertinentes à proposer aux chefs d'État de la zone en faisant abstraction des communications de 6 pays qui la composent, parmi lesquels la principale économie d'Afrique, le Nigeria. Peut-on atteindre ces deux objectifs du colloque en ne travaillant que sur l'écho vu par les problèmes du franc CFA? Je dis non. Mais cela s'explique par le fait que ce n'est pas le but recherché. Il ne s'agit pas de cogiter pour mettre en place des outils d'aide à la décision pour l'écho de la CEDEAO. Il s'agit de faire de la publicité et de légitimer l'écho de Macron, cette parodie de monnaie qui demeure arrimée fixement à l'euro et reste téléguidée par Paris.
Cela explique aussi l'absence de certains contempteurs du franc CFA comme Dongo Samba Sylla, Fanny Pigeot, François Ndengwe, Nicolas Agbohou, etc. Et cela explique aussi pourquoi les vrais adversaires du franc CFA, que ce soit sous sa forme originelle ou sous le costume éco-délavé que Macron veut lui enfiler, ne sont pas vraiment conviés pour faire autre chose que de la figuration. Inviter Mamadou Koulibaly, Aminata Traoré, la dame de Sochi, mais les cantonner dans un panel d'ouverture sans leur laisser la possibilité de faire des interventions dédiées sur des thèmes précis permet d'octroyer une crédibilité à un événement financé par la France-Afrique, mais sans leur donner l'occasion de mélanger, de niagami, ce qui a été savamment concocté par et pour l'Élysée et la présidence togolaise. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu communiquer sur ce colloque ou l'invitation dont j'ai fait l'objet, et aussi pourquoi je n'ai cité aucun tweet ou article sur ce sujet. Je m'attendais à quelque chose de tordu, surtout depuis que j'ai vu Kako faire l'éloge de la comédie affligeante que le duo Macron-Ouattara a organisée à Abidjan en décembre 2019 pour annoncer la pseudo-mort du franc CFA et la naissance de l'éco-macronien. Un profane, quelqu'un qui n'y connaît rien aux questions monétaires, aurait pu se laisser blaguer, mais pas lui. J'ai définitivement compris alors que mes soupçons étaient fondés et que Kako Nububko avait rejoint la galaxie macronienne. Beaucoup de gens l'ignorent ou font semblant de l'ignorer, mais l'ancêtre de la BCEAO, la Banque du Sénégal, a été créée par un décret du 21 décembre 1853 par Louis-Napoléon Bonaparte pour permettre l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves. En effet, en 1848, alors que la France abolissait l'esclavage pour la deuxième fois dans ses colonies, elle indemnisait non pas les esclaves, mais plutôt les propriétaires d'esclaves ou leurs créanciers pour les dédommager de la perte économique qu'entraînait l'émancipation générale. Une loi votée à l'Assemblée nationale française en avril 1849 leur attribue 126 millions de francs de l'époque, répartis de la manière suivante: 6 millions payables en numéraire la première année, une rente annuelle de 6 millions pendant 20 ans, inscrite au grand livre de la dette publique française, et un prélèvement permettant la création de banques coloniales en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et au Sénégal. Ces banques ont pour mission d'aider les anciens propriétaires d'esclaves à faire fructifier leurs affaires après la perte de leurs travailleurs forcés. Cette mission a par la suite continué à être assurée par les divers établissements descendants de la Banque du Sénégal, dont la Banque de l'Afrique occidentale de 1901 à 1955, l'Institut d'émission de l'Afrique occidentale française et du Togo de 1955 à 1959 et enfin la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à partir de 1959. Je répète donc pour les durs d'oreille au fond de la classe, la mission de la BCEAO est de financer la colonisation qui a remplacé l'esclavage après son abolition de façade en 1848. C'est écrit sur le site même de la BCEAO. Aucune personne qui travaille à la BCEAO, à l'UMOA ou à l'UEMOA ne va jamais porter un coup fatal au franc CFA qui est l'instrument que les traités instituant ces maisons mères de la France-Afrique ont créé pour pérenniser la colonisation. Dans le meilleur des cas, ces gens sont des collabos passifs. Dans le pire des cas, ils sont des agents assumés ou infiltrés au front pour solidifier notre asservissement à la France. Alors, ce n'est certainement pas un monsieur qui a commencé sa carrière à la BCEAO, qui la poursuit à la tête de l'UEMOA en passant par la francophonie, qui va être à nos côtés dans le nécessaire combat de libération qui est en cours. Car il faut le souligner, les actions individuelles et courageuses de certains d'entre nous, adversaires acharnés de ce système de pillage, ont contraint la France-Afrique à faire des micro-concessions, des mesurettes qui ne changent rien de fondamental ni à sa vie ni à la nôtre, mais qui ont quand même le mérite de lui avoir fait perdre un peu la face sur la scène mondiale. Et pour contrer cela et s'assurer que la déconstruction de l'empire colonial n'aille pas plus loin, elle s'organise et se réorganise. Et
c'est ainsi qu'on recrute des Kakonou Bouko, des Achille Mbembe, des Tidiane Thiam, des Kakou Diagou, et tous ceux qui, comme eux, ont une vision qui converge sur les fondamentaux avec celle de Paris pour les mettre en mission. Leur point commun, ils disposent tous d'une certaine visibilité et crédibilité acquise lorsque, frustrés de n'être pas acceptés au Cénacle en leur temps, ils ont fait montre d'un semblant de rébellion qu'ils ont vite remisé au placard une fois l'onction de Paris obtenue. Nububko s'est fait virer du gouvernement togolais pour cause de prosélytisme anti-CFA, nous a-t-on raconté, mais c'était pour mieux rebondir à la francophonie, un autre tentacule de la pieuvre France-africaine. Bizarre, non? Achille Mbembe, quant à lui, malgré quelques critiques de forme, n'a jamais eu de désaccord de fond avec l'establishment français, ce qui a rendu tellement facile et évidente sa cooptation par l'Élysée. Tidiane Thiam est allé faire carrière en Angleterre parce qu'il stagnait en France. Mais le voilà qui est aujourd'hui le premier choix de Macron pour assurer la continuité du système france-africain en Côte d'Ivoire post-Ouattara. Diagou a monté sa boîte NCA parce qu'il n'arrivait pas à franchir le plafond de verre chez AXA. Mais le voilà aujourd'hui qui ouvre l'actionnariat de son groupe à la Proparco, un des bras financiers de la France dans le secteur privé africain. Un colloque sur le CFA Eco par ici, des rencontres avec les sociétés civiles africaines par là. On se demande d'ailleurs de quelle société civile on parle, car je ne sais pas comment Achille Mbembe, en mission pour Macron, peut espérer être crédible dans sa pseudo-volonté de redéfinir les rapports France-Afrique sans avoir échangé avec Mamadou Koulibaly, Kofi Gomez, Martial, Eric Obonangini, Kémy Seba, Jean-Paul Pougala ou moi-même, entre autres. Un think tank pour recadrer la réflexion et le débat sur les enjeux des dettes publiques et du financement des économies africaines. Parce qu'on a besoin là aussi de nous recadrer et de consolider les enclos au sein duquel on retrouve non seulement les usual suspects comme Nububko, mais également une raclure de la pire espèce comme Hubert Védrine, mastermind de la participation française au génocide rwandais, ainsi que toute une pléiade de sinistres, ministres france-africains et de banquiers français. L'hydre atteint se reconstitue. Et si certains n'en voient qu'un bout ici et un bout là, d'autres comme moi voient l'ensemble du tableau et je peux vous dire que ça promet d'être violent. Ceux qui pensent que la France doit avoir son mot à dire sur la façon dont nous voulons régler nos différends avec elle travaillent pour l'ennemi. C'est à nous et à nous seuls de définir le cadre, les modalités, les conditionnalités de notre rupture ou de nos nouvelles relations avec l'occupant colonial. Les gens qui veulent vous dire autre chose ne sont rien d'autre que les talons d'Achille de notre quête de souveraineté, de liberté et de progrès, des gens cooptés dans les sphères intellectuelles, économiques, financières, culturelles, spirituelles, politiques et militaires qui sont promptes à vous expliquer que ce sont les loups qui doivent guider les poules pour définir où elles vont, avec qui, comment et à quel rythme elles se déplacent. Vous savez, ces personnes qui marchent avec vous, mais chaque fois que vous allez dormir, c'est elles qui se lèvent pour aller semer les embûches les plus grandes sur le chemin et qui, le jour levé, prétendent vous aider à les enlever de façon très agitée. C'est eux-là. Je ne vais pas être longue. Pour terminer, je vous rappelle juste que le schéma français est simple. Je vous l'ai dit à Sochi, je vous le répète aujourd'hui. Il est basé sur 3 axes. L'économie, la diplomatie et l'armée. Au commencement, il y a nos ressources sur lesquelles la France, nostalgique de l'esclavage et des colonies, veut mettre la main gratuitement et exclusivement, si possible, à très bas prix si nécessaire. Quand un pays rechigne à obtempérer ou à laisser faire ce pillage, l'Élysée met en branle ses rouages à l'ONU, à l'Union européenne, à l'Union africaine, au G20, au Club de Paris, de Rome et partout sur la scène internationale pour faire punir les récalcitrants, leur infliger des embargos, des sanctions, des procès. Et quand
ces deux leviers s'avèrent inefficaces ou pas assez rapides, alors on actionne le volet militaire en fomentant des coups d'État, en finançant des rébellions, en armant des barbouzes, en entraînant des miliciens et en faisant assassiner ceux qui résistent un peu trop et ne se soumettent pas assez vite à la tête de nos États, comme Olympio au Togo, Tambalbé au Tchad, Sankara au Burkina, Boganda en Centrafrique. Parlant de Centrafrique, le gouvernement de Faustin Archange Touadéra peut en dire des nouvelles, à qui la France essaie de tordre le bras de toutes les façons possibles et imaginables pour le punir de vouloir résister. Coupure de l'appui budgétaire direct, pression sur les voisins d'Afrique centrale pour asphyxier le pays, lobbying effréné à Bruxelles et Washington pour obtenir le gel des appuis des bailleurs de fonds internationaux à la Centrafrique, financement de la rébellion CPC et armement de barbouzes comme Juan Rémy Quignolo, arrêté hier à Bangui. Tout le catalogue des mesures est déroulé. Manque juste l'assassinat du PR et on aura fait le tour du mode opératoire habituel de la France en Afrique. Je n'irai pas à Lomé, mais je continue de bosser à la mise en place d'un cadre formel qui maximisera les efforts individuels faits par ceux d'entre nous qui travaillent à l'émancipation réelle et finale du continent. Merci beaucoup à justement Nathalie Yamb pour toutes ces explications. Voilà pourquoi elle n'ira pas justement au colloque de Lomé de mai prochain. Jusqu'à preuve de contraire, elle déclare qu'elle n'ira pas à ce colloque prévu justement en mai prochain. Tout ça pour nous parler justement de la mort du franc CFA, mais de la naissance de l'éco-macronien, comme elle le déclare elle-même. Je vais aller du côté des États-Unis pour avoir le docteur Paul Bekima. Les vrais adversaires justement au franc CFA ne sont pas conviés au colloque de Lomé le mois prochain, comme le dit Nathalie Yamb. Et si, il faut le dire comme ça, les vrais adversaires du franc CFA ne sont pas invités, cela veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas du sérieux à ce colloque. Vous également, vous êtes d'avis avec cette position? Absolument, Monsieur Timgos. Bonjour, et je remercie Madame Yamb pour tous les développements qu'elle a pu apporter et les précisions et la qualité des informations pertinentes qu'elle a pu nous donner. Comme d'habitude, votre sujet de débat est magnifique. Je vais commencer par revenir déjà, sans reprendre ce que Mme Yamb a dit sur le contexte tel que présenté par M. Nobukpo, parce que ou le procès Nobukpo, comme on l'appelle en général par les Africains, aiment beaucoup ces déclinaisons. C'est dans une interview qu'il a donnée à Jeune Afrique, lui-même affirme que le point de départ de cette rencontre est la déclaration du 21 décembre, la déclaration d'avril, par les présidents Macron et Ouattara relative à la réforme du CFA de l'Afrique de l'Ouest. Du coup, au moins, sans lui prêter des intentions, présenter ainsi cette rencontre crée de la confusion, en ceci que la distinction claire entre l'écho version Macron-Ouattara et l'écho de la CEDEAO est occultée. Et de part même, si vous regardez son interview, Nobukpo semble établir et justifier une espèce de continuité fonctionnelle entre le Wakron, comme l'a si bien nommé mon ami le professeur François Ndengwe, et l'écho originel. Alors que le Wakron n'est qu'une espèce de contrefaçon de l'écho de la CEDEAO, c'est une escroquerie, une imposture, mais Nobukpo veut légitimer cela et parler d'une transition vers le vrai ou le vrai écho. Mais sans regarder, rentrer dans sa psychologie, savoir s'il est un traître ou ce n'est pas un traître, ce que je peux affirmer de façon positive est que l'hypothèse fondamentale qui sous-tend une telle rencontre est qu'il est possible de concilier les intérêts, s'il faut parler comme ça, des colons et les aspirations légitimes de libération du colonisé. Ce qui, en l'état actuel, est en vérité une absurdité. Quand on connaît le background intellectuel et théorique qui sous-tend les actions de ces colons. C'est pour ça que j'aimerais que les Africains commencent à lire un peu les auteurs européens qui ont en vérité mis en place le système qui les domine jusqu'aujourd'hui.
les Jules Ferry, les Attu de Gobineau, les Georges Vacher de la Pouche, nous devons étudier sérieusement cette affaire. Cela étant dit, l'objet de mon intervention d'aujourd'hui n'est pas de m'appesantir et de me confiner sur des micro-phénomènes, mais plutôt de regarder d'un point de vue global la perspective qui nous permet en réalité de voir et d'analyser efficacement, non pas dans l'isolement, pas l'isolement d'un événement comme celui-là est, comme on dit, pas très anthropique, mais de le regarder dans une perspective générale de l'état catastrophique réel des économies dominantes du monde aujourd'hui, notamment des économies occidentales. Face à cette débâcle du modèle économique dominant, le contrôle des systèmes monétaires africains et partant de là des ressources naturelles africaines va apparaître comme une conséquence logique de la stratégie criminelle de suivi du monde occidental qui s'obstine dans la prédation. Le WACROM, si on parle du WACROM, on parle du soi-disant New Deal pour les pays africains, dont la rencontre est prévue à Paris le 18 mai, et même la prétendue protection de la planète, si vous ajoutez à cela l'émission de 650 milliards de dollars en termes de DTS, c'est-à-dire des droits de tirage spéciaux du FMI, qui est la monnaie du FMI, tout ça, ce ne sont que des démembrements d'une stratégie globale. Et le pays qui s'agit le plus est de toute évidence celui dont la position est la plus fragile et qui peut imploser de façon spectaculaire à tout moment. Je termine mon premier jet en présentant quelques chiffres sur lesquels je vais m'appuyer pour expliquer lors de ma prochaine prise de parole ce qui est réellement en train de se passer. Si vous regardez la valeur des contrats des produits dérivés basés seulement sur l'immobilier dans le monde, cette valeur est de 9 fois le produit intérieur brut du monde à l'heure actuelle, d'après des gars comme George Gilder. Si on va plus loin et on regarde la valeur des contrats des produits dérivés dans les marchés boursiers, alors c'est même à la limite du ridicule. Parce que c'est un multiple de l'ensemble des richesses, non seulement du PIB, mais même des ressources naturelles non épuisées du monde. C'est un multiple. Ça veut dire que si on vend la planète, on n'est même pas capable de rembourser la dette qui est contractée dans les marchés boursiers. Donc, pour finir, la dette privée des pays, comme on dit avancée, est passée de 50% de leur PIB en 1950 à 170% de leur PIB en 2006. Donc, le paradigme économique qui a produit une telle calamité, malgré l'immense richesse que lui ont procuré l'esclavage et la colonisation, a la prétention, avec de tels sommets, de pouvoir apporter des solutions aux problèmes économiques de l'Afrique d'aujourd'hui, ce qui est absolument impossible. Donc, je reviendrai et je vais présenter maintenant le véritable problème à ma deuxième prise de parole. Je vous remercie, M. Ngous. Merci à vous également, Dr Paul Bekema, d'être avec nous cet après-midi dans le cadre de Feu Vert. Albert Anatole a ici, jusqu'à preuve de contraire, Nathalie nous a dit dans son élément que toute personne qui travaille justement au sein de la BCAO, sans oublier l'UMOA, ne peut pas être une personne sérieuse, car qu'on le veuille ou pas, cette personne va travailler pour le compte de la France. Il faut également rappeler dans son élément qu'elle nous dit fort bien que cette banque, elle a été créée justement par Napoléon Bonaparte, tout ça pour financer la colonisation. Vous savez, si je suis Longos, lorsque vous avez suivi cette vidéo, j'ai envie de vous dire, l'émission s'est terminée. L'émission s'est terminée, elle a tout dit. Elle a tout dit, malheureusement, et heureusement pour nous. Mais il faut situer le colloque qui est en perspective à Lomé dans son contexte. D'abord, il intervient dans le cas des préparatifs du fameux sommet France-Afrique qui était prévu pour juillet prochain à Montpellier, qui a été reporté finalement pour des raisons sanitaires selon les communicateurs. Ça c'est communiqué officiel. Oui, pour le mois d'octobre de cette même année. Et il faut le dire que cet événement qui doit, selon Macron, regrouper la société civile africaine et qui est constituée en majorité soit des Africains, soit des Français d'origine africaine, est justement programmée, j'allais dire, elle est portée, il s'agit d'un événement qui est porté par le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Il s'agit là d'un think tank qui a été mis en place
par Emmanuel Macron en 2017. Macron, non, qui a été adoubé parce qu'en fait, lorsqu'il arrive en 2017, c'est une parenthèse, lorsqu'il arrive en 2017, c'est un certain Jules Armand Agnamboussou qui était dans son équipe de campagne, qui lui propose justement cette alternative-là pour justement réfléchir, qui va lui apporter, n'est-ce pas, des solutions, je veux dire, des réflexions par rapport à son nouveau regard sur l'Afrique, sur la politique africaine de la France. Donc c'est un franco-béninois, c'est Jules Armand Agnamboussou, donc qui est le concepteur et l'ancien coordinateur, n'est-ce pas, du CPA. Je crois que par la suite, il a été nommé ambassadeur de France en Kampala, en Ouganda. Quand je dis cela, je voudrais également vous dire que dans le même contexte, n'est-ce pas, le choix de Kako Naboupo n'est pas anodin. Parce que c'est également un proche de l'ancien coordinateur du CPA, c'est-à-dire Jules Armand Agnamboussou, qui vient d'évoquer, parce que c'est un franco-béninois. Oui. Donc il est très proche également de ce monsieur-là, comme un certain Lionel Zinzou, comme un certain, comment il s'appelle, c'est lui qui a succédé à monsieur justement Jules Armand Agnamboussou, voilà, Wilfried Mouriano de Rego, voilà, qui a succédé à Jules Armand Agnamboussou au CPA. Voilà donc, il est donc question que, à travers, dans la perspective de ce sommet Afrique-France, ou France-Afrique selon, il est question d'animer ce qu'ils appellent là-bas des ateliers de pensée, de la pensée dans divers pays de l'espace francophone, notamment dans le cas d'espèce Sierra Leone. N'oublions pas, parce que c'est un élément important, n'oublions pas de préciser que au-delà de la présentation que vous avez faite tantôt de M. Kako Naboupo, M. Kako Naboupo a également été, et c'est également un ancien ministre de la prospective et de l'élaboration des politiques publiques du côté de Lomé, du Togo, autant pour moi. Ce qui suppose donc qu'il ne peut pas organiser un tel événement sans l'aval ou l'assentiment du président Gnassingbé, Laurent Gnassingbé. Ça, c'est important. Alors, quand j'ai dit cela, eh bien, les problèmes justement que pose Madame Nathalie Yamb sont réels. C'est que ce n'est pas déjà, je sais pas, à Macron, n'appartient pas à Macron de pouvoir engager les Africains dans une monnaie qui leur est propre. Il s'agit d'une question de souveraineté. J'aimerais quand même que Paris, c'est-à-dire Macron, accepte que, par exemple, l'euro, qui est la monnaie de la communauté européenne, de l'Union européenne, soit, par exemple, fabriqué du côté de la Chine ou de l'Inde. J'ose croire que tout le monde sera d'accord, l'opinion publique française ou européenne sera d'accord avec, n'est-ce pas, cette posture-là. Donc je pense que la plupart de ces ateliers, n'est-ce pas, de la pensée, qui vont servir, parce qu'ici il est question de commencer à préparer l'opinion africaine, notamment l'espace francophone d'Afrique, dans la perspective de ces mécanismes de maintien dans le nazisme monétaire, politique et même militaire. Il faut donc préparer, il faut donc organiser des cycles de réflexion, préparer l'opinion africaine dans ce projet. Accepter le nouveau projet de Ouattara et de Macron, oui, qui vont surnommer l'ECO. Absolument. Bon, en lieu et place de l'ECOWAS. Déjà, je conteste à monsieur Macron je veux dire la paternité. Non seulement la paternité, la légitimité de le faire, parce qu'il n'a aucune légitimité pour le faire. Ça c'est important. Il n'a aucune légitimité. Il a été élu par les Français. C'est un Français. Il a été élu par les Français. Il est là pour défendre les intérêts des Français, de la France et des Français hors du continent. Si jamais il est en train de les défendre d'ailleurs. C'est le cas. Puisque nous savons ce que la France gagne en maintenant justement dans le carcan du nazisme monétaire les pays africains qui utilisent cette affaire-là. Nous savons ce que la France gagne à travers l'exploitation de nos ressources. Prenons le cas du Niger, où vous avez justement Orano qui est en train de puiser l'uranium du Niger. Mais l'opinion publique française, dans sa majorité, sait que l'uranium est produit en France. Or, ce n'est pas vrai. Donc, pourquoi? Parce que l'opinion publique française croit beaucoup en ses dirigeants, ses hommes politiques et à ses médias. Aujourd'hui, dans la même lancée, n'est-ce pas, de cette exploitation de nos ressources naturelles, de nos ressources sur le continent africain, vous avez un scandale environnemental au Niger. C'est-à-dire que vous avez un scandale à la fois environnemental et sanitaire, parce que l'exploitation de l'uranium du Niger a créé une situation de radioactivité. Et plusieurs Nigériens en souffrent d'ailleurs. Absolument. Oui. Et vous avez donc la bénédiction du pouvoir nigérien et de Paris, il est question qu'on ne puisse pas justement dédommager ces populations-là.
Donc, et je pense donc que c'était juste également une parenthèse. Pour revenir justement à la vidéo de Madame Nathalie Yam, elle pose des problèmes qui sont clairs. C'est-à-dire que les acteurs... Problèmes factuels et actuels également. Non, c'est factuel et actuel, et même temporel, parce qu'il s'agit, et historique, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que il choisit. Pourquoi est-ce que c'est Macron qui doit choisir ses interlocuteurs, les interlocuteurs des Africains, pour parler des problèmes africains? D'abord, la plupart parmi eux ne sont africains que de peau. Je prends le cas de M. Achille Lembe, même autant pour moi. Je prends le cas de Kako Nupupo, je prends le cas de Madame Elisabeth Moreno, je prends le cas de Léonel Zinsou, entre autres. Donc ils ne sont africains que de peau et ne peuvent pas défendre Zinsou de manière... africain de peau Et non, ils ne sont africains que de peau parce que... Lui qui est métis? Non, bon, je veux dire qu'ils ne sont africains que de peau et non d'esprit. Oui. Ça nous renvoie au livre de Franck Fanon, n'est-ce pas? Peau noire, masque blanc. Oui. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas... Au lieu de poser des vraies problématiques, c'est-à-dire ramener cette réflexion sur le territoire africain, aux pays africains, eh bien, ils vont apparaître, prendre les institutions de Macron pour les transposer dans le contexte africain que nous connaissons. Donc je pense que là, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans un contexte à la fois de corruption intellectuelle, financière, morale, politique et tout cela comporte. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour mon premier jet, il faut comprendre une chose. Pourquoi, et il faut comprendre une chose, et c'est une question. Pourquoi Macron choisit-il des interlocuteurs illégitimes pour parler des questions des problèmes africains? Justement, parlant d'interlocuteurs illégitimes, Vianney Keljo, je vais me tourner vers vous. Finalement, Kakona Bukpo a fait semblant d'être un adversaire du franc CFA pour jouer au jeu de la France, pour enfin fermer les yeux, il faut le dire comme ça, aux Africains faibles d'esprit. Il faut également dire que Kakona Bukpo est aujourd'hui un membre de la francophonie, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. À peine justement sortir de là, tout de suite, il a été adoubé par les Français et se retrouve une nouvelle fois du côté de la BCAO. Steve, là il faut dire qu'on est en plein dans le modus operandi de la France. Donc ça se passe toujours de la même façon. On prend un certain nombre de personnes auxquelles on s'identifie, auxquelles les Africains s'identifient par ailleurs du moins. Et maintenant, on les formate et puis on les place à un certain niveau pour que maintenant ils commencent à défendre les intérêts de la France. C'est connu. Ça, c'est quelque chose que vraiment, moi personnellement, ça ne me surprend plus. Et je crois que c'est même plus surprenant pour vous. Ça ne surprend même plus personne. Parce que quand vous écoutez la vidéo de Madame Yam, vous comprenez dans son développement que là, elle est en train de faire tomber les masques. Et exactement, lorsque vous regardez même le parcours même de monsieur Nabukpo, voilà. Vous vous rendez compte qu'au départ, c'est un fervent, mais alors un fervent défenseur même de la souveraineté monétaire même des États de l'Afrique centrale, des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Voilà. Donc, il est même parmi ceux qui ont initié même, je crois, donc au niveau des États généraux pour qu'on quitte du franc CFA pour l'éco. Il est parmi ceux-là qui ont bataillé et il se dit, maintenant ce n'est pas prouvé, à moins que quelqu'un me le dise, mais il se dit qu'il a été renvoyé du gouvernement togolais parce que justement... Contre justement ce franc CFA. Oui. Mais c'est à la surprise générale. À la surprise générale, donc justement, ces récentes sorties font montre d'une certaine légèreté, d'une certaine, comment je veux dire, une certaine conspiration. Le terme n'est même pas, et franchement, je pèse mes mots. Le docteur aux États-Unis, le docteur Bekima le soulignait tout à l'heure, et il disait que justement dans sa sortie sur RFI, le monsieur justement semblait donc dire exactement que c'est sur l'initiative du président Macron et Ouattara que voilà on organise ce sommet là. Mais attendez, on a vu la posture du président Ouattara. Bien entendu, loin de moi l'envie de faire une ingérence dans les politiques ivoiriennes. Maintenant, on a vu également donc Macron, l'accointance qu'il y avait entre Macron et puis le président Ouattara. C'est connu qu'en réalité, on a envie de torpiller du moins l'éco tel que l'éco a été conçu. Donc aujourd'hui, il s'agit de reprendre un certain nombre de personnes et de personnalités qui, elles, par le passé, comme Nathalie le disait, Madame Yam, pardonnez si vous m'écoutez, justement, permettez-moi. Elle vous écoute, de vous inquiéter sur devant. Voilà, allons-y. Donc,
Madame Yam, justement, dans cette optique-là, le disait, c'est que ils prennent donc des personnes qui, avant, étaient donc de fervents défenseurs des personnes assez radicales. Vous faisiez semblant. Maintenant, semblant ou pas, les faits sont là. Les faits sont là parce que nous avons les éléments factuels sont là. Alors, justement, ces personnes qui hier étaient justement de fervents, des personnes assez critiques et qui avaient une vision maintenant pour la souveraineté monétaire de l'Afrique, maintenant se retrouvent directement en train plutôt de torpiller eux-mêmes les projets qu'ils défendaient hier. Ça pose vraiment une question justement de la consistance même de nos intellectuels. Moi, je remets ça sur le... Parce que vous constaterez, à chaque fois que je jette la pierre du côté français, je reviens, je me retourne vers nous. Parce que Nathalie le disait tout à l'heure au niveau de sa chute, comme je dis encore, je permets qu'elle, j'espère qu'elle va pas se fâcher. Voilà. Elle disait au niveau de sa chute, c'est que il nous revient à nous et à nous seuls les Africains de prendre le taureau par les cornes. Donc, justement, il revient à nous justement de sélectionner les noirs, les blancs à la peau noire, du moins. Je suis pas raciste, hein. Je suis pas raciste. Les blancs, je les aime et voilà. Et justement. Les loups-d'herbe, mais nous on aime bien le mot. Donc, mais il est donc de notre devoir de faire ce trait-là. Parce que justement, même du moins des Nathalie Yamb, elle a été invitée, mais elle a décliné justement. Elle a décliné exactement l'invitation parce qu'elle s'est rendue compte du subterfuge qu'il y avait derrière. Je vous avoue personnellement que lorsque j'ai vu, moi, lorsque j'ai suivi qu'il y avait du moins la rencontre qui devait avoir lieu, je me suis dit, mais oula, mais ça y est. Je vous avoue sur le plateau que moi j'ai été très content. Très content parce que je me disais qu'enfin, il y a peut-être quelqu'un qui était vraiment qui a compris l'esprit et qui a envie de rassembler donc tout ce beau monde-là. Mais maintenant, quand on voit le développement, quand on voit justement, comme Madame Yam le disait, c'est que le diable se cache dans les détails. C'est qu'au fur et à mesure on avance, on se rend compte maintenant, lorsque les informations sont dévoilées, que mais attendez, la main de Paris est toujours sur cette affaire-là. Et justement, ce que beaucoup ne disent pas, c'est que ce nouvel écho-là sera toujours adossé à l'euro. Mais attendez, est-ce que les Européens eux-mêmes peuvent accepter, par exemple, que l'euro soit adossé au dollar? Ça pose une question toujours de souveraineté. Et c'est là où est tout le problème. Merci Vianney Gueljon pour cette première prise de parole. Patient Parfum Dôme, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci Steve, merci à ce panel. Merci, un bonjour particulier à mon ami Paul Bekema depuis les États-Unis, que j'ai vu tout à l'heure là. À l'écran. Au petit bout de l'écran. Et à Vianney, avec qui je partais encore sur le plateau, triple A. Moi, je sors de mon Babimbi natal, vous savez, de côté d'un dôme là-bas. Bien que beaucoup de gens font une erreur, je ne suis pas d'un dôme. Je suis, cette Babimbi, mais pas d'un dôme, je suis d'un Gambien. Mais j'étais un dôme et je te dis, j'ai été frappé par quelque chose. Qui secoue complètement toutes les populations de ce côté, à partir d'ailleurs pas seulement d'un dôme, à partir de Voudoula et Voudoula, Mbébé, l'arrondissement de Nyanan, l'arrondissement d'un dôme. Enfin, ils ont une route plus ou moins goudronnée, mais goudronnée quand même. Et le cauchemar de toutes ces vidéos qu'on postait souvent dans les réseaux sociaux avec ces populations qui souffraient, qui passaient souvent 3 jours en route pour arriver chez eux, qui étaient incapables d'évacuer les produits de leur plantation parce qu'il n'y avait pas de route, qui étaient incapables d'évacuer à temps leurs malades. Enfin, aujourd'hui, c'est un lointain souvenir, c'est un cauchemar qu'ils ont complètement effacé de leur mémoire et ils sont heureux et ils le disent eux-mêmes. Donc, ce que j'ai vu là-bas prouve qu'avec un peu de volonté, on peut sortir la plupart de nos populations de la misère endémique qui règne en maître dans ces régions, dans cet arrière-pays de notre pays. Donc les populations des Voudoula, je leur dis bonjour, nous sommes sous DBS, beaucoup m'ont salué. Les populations d'un dôme, alors ils sont totalement dans la liesse. C'est quelque chose de fantastique. C'était à l'occasion d'ailleurs des obsèques du patriarche Ndébi Étienne, qui n'est personne d'autre que le grand-père de Samuel Eto'o-Fils, qui a été en dôme pour la première fois, alors que sa mère y est originaire. Et je peux vous dire que c'était la liesse populaire. Mais ce que je peux dire, au-delà de tout ça, c'est de saluer un homme, un certain Ngébissa, que je ne connais d'ailleurs pas. Bon, c'est vrai qu'au niveau du nom, il y a un quiproquo, d'autre part de Ngébicha, mais je préfère dire Ngébissa, qui, à partir d'une position qu'il a occupée, il a pu plaider au niveau de l'institution dans laquelle il était un éminent cadre, pour leur dire, essayer de désenclaver un bassin de production d'où je suis originaire,
mais où des populations souffrent le martyre pour pouvoir évacuer les populations, leurs produits, n'est-ce pas, de leur plantation. Conséquence, on est incapable de fixer les jeunes sur place parce qu'ils ne trouvent pas d'intérêt. L'exode rural est massif dans cette zone. Ce sont les vieillards, n'est-ce pas, et les jeunes qui sont là-bas, pour la plupart, se sont adonnés à l'alcool félaté. Donc il n'y a plus de vie dynamique dans ces régions par manque de route. Imaginez donc ceux qui sont de côté de Ngambé. Imaginez donc ceux qui sont de côté de Cannes, et consorts, vraiment, cher, le déficit infrastructurel que le Cameroun continue, n'est-ce pas, de traîner est un drame pour l'économie de notre pays, est un drame pour les populations qui vivent dans nos villages et dans les zones rurales. L'État doit mettre un point d'honneur à rattraper rapidement, n'est-ce pas, ce gap-là qui est à l'origine, à mon sens, de toute la destructuration des familles, mais surtout de cette jeunesse qui ne sait plus où aller et qui viennent écumer les rues des villes souvent comme des âmes en peine, alors qu'ils ont de l'or dans leurs villages respectifs qu'ils auraient pu exploiter si les conditions, n'est-ce pas, de cette exploitation étaient mises en branle, comme ce que j'ai vu dans l'Axe et Woodlando ce week-end. Merci beaucoup, Patient Parfait d'Homme, d'être là cet après-midi, malgré justement le voyage. Vous êtes là cet après-midi dans le cadre de Feu Vert. Vous nous avez trouvé justement en plein sujet, France CFA Eco, colloque de Lomé, la trahison de Kako Nobokpo contre l'Afrique. C'est notre grande interrogation. Il faut également rappeler, Patient Parfait d'Homme, que la zone UEMOA regorge 7 monnaies dans cette zone. Le Ghana a sa monnaie, le Nigeria a sa monnaie. Problème, c'est que le colloque qui se tiendra en mai prochain du côté de Lomé n'a pas invité un grand justement de cette Afrique de l'Ouest. Bien sûr que tout le monde sait, c'est le Nigeria. N'est-ce pas un complot encore aujourd'hui de la France contre les pays, il faut le dire comme ça, de la sous-région Afrique de l'Ouest? Mais la France essaye. Je vous ai dit depuis un certain temps que la France va de défaite en défaite. Et votre plateau et ceux qui l'animent continuent de donner de violents coups de butoir à cette France-là, à cette assise régalée de la France qui a fait de cet espace, n'est-ce pas, sa plante bande où on n'accepte pas qui que ce soit vienne y empiéter. Mais le peuple souverain de cette zone, et la zone sans France CFA, excusez-moi le terme, ont décidé de rentrer le pied en pied dans ce ring-là en imposant leur rythme, en fixant leurs conditions et en disant ce dont elles ont besoin et ce dont elles n'ont plus jamais besoin. Et parmi les choses dont elles n'ont plus jamais besoin, c'est cet accaparement de leur richesse à travers cette fameuse monnaie qu'on appelle le franc CFA. Ils n'en veulent plus. Toutes les superficies, tous les petits arrangements, n'est-ce pas, à la petite semaine qu'on va essayer de mettre en place pour contrer cette volonté de la conquête, de la quête de souveraineté monétaire des pays sous franc CFA sera voué à l'échec. Donc je ne suis pas surpris. Vous savez, le sommet de Montpellier a été reporté. Les arguments qui sont avancés sont extrêmement fallacieux. Mais ce que je retiens, c'est que la France est en difficulté. Et comme une bête qui est en difficulté, elle essaie de se débattre pour essayer en fait de repousser le moment ultime, n'est-ce pas, de sa mort programmée, et je veux dire économiquement. Donc, qu'elle pose des actes comme ceux-là, moi je ne peux pas être étonné. Je constate tout simplement que nous sommes dans un ring, nous sommes en bagarre, et chaque fois que la France va avancer, elle va trouver un mur de la défense des intérêts de l'Afrique et des peuples noirs en face d'elle. Et je crois que c'est ce mur-là que nous devons densifier pour démontrer à la France que plus jamais l'Afrique n'acceptera plus d'être le paillasson de cette France qui n'a pas compris qu'il était temps pour elle de nous rendre notre liberté et notre souveraineté. C'est la plus composée hier avec certaines élites qui n'avaient pas compris le sens de la marche de l'histoire. Les nouvelles élites que vous constituez, je suis obligé de le dire, c'est vous les nouvelles élites africaines, n'entendent plus, n'est-ce pas, qu'on leur compte fleurette de cette manière-là. Et c'est pour ça que ces élites-là sont décidées de prendre en main leur destin, comme l'avait dit tout à l'heure le taureau par les cornes, pour imposer un nouvel agenda, un nouvel agenement à cet Occident qui ne veut pas entendre raison, pour qu'on leur dise plus jamais nous l'accepterons plus. Ce que nous voyons, c'est impossible de continuer à accepter qu'on nous impose une monnaie nazie alors que nous sommes en plein 21e siècle, malgré les efforts, malgré les concessions, malgré, j'allais dire, notre altruisme qu'on a pu constater à travers les différentes époques de l'histoire récente du monde, où on a vu les Africains, on a vu l'Afrique au secours de tout le peuple qui se battait pour, entre guillemets, un monde plus libre et juste.
la France n'a pas compris. Elle aura en face d'elle une résistance acharnée des Africains pour dire non. Maintenant, il ne faut pas qu'on procède non plus à un jeu de massacre. Il faut qu'on pointe du doigt le problème. Il faut qu'on pose nos exigences et nos conditions, sans pour autant essayer de procéder à une espèce de chasse aux sorcières par rapport à certains de nos frères qui cherchent encore leur voie, qui ne sont pas forcément les voies ou bien le même rythme, la même tactique que celle que nous employons, mais qui cherchent sur la leur. Essayons de les voir, et comme disait quelqu'un, le maçon sera jugé au pied du mur. Moi, je dis et j'insiste que toutes les élites africaines, surtout ces élites qui sont au niveau de la diaspora, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un autre son de cloche qui est en train d'être émis ici à partir de l'Afrique. Tous ceux qui vont prendre le contre-pied de ce son de cloche-là seront combattus avec toute la rigueur et j'allais dire l'énergie de désespoir que nous avons ici, parce que nous ne pouvons plus accepter. Je vous dis des sons d'une zone rurale. Ce que j'ai vu là-bas comme réalité, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer des grands bassins de production de cacao comme la Lequier, dans quelle misère vivent les gens. Et au même moment, nous avons des élites qui sont complètement en décalage avec ces réalités, qui nous chantent des choses dans les médias, qui ont des comportements complètement surréalistes et qui nous font croire que c'est eux qui vont nous montrer le chemin. J'ai dit non. J'ai dit non, il se trompe. Il vient, et il vient dans le moment où les peuples de manière souveraine vont se lever pour dire à ces élites de dégager. J'ai vu des fêtes, j'ai vu des agapes dans ces régions. Vous voyez des gens qui construisent des maisons sur des hectares. Ils font des murs incroyables. Ils ceinturent toute la maison et ils mettent des barbelés comme s'ils étaient dans une prison. Prison tout simplement parce qu'à côté, il y a des gens qui ont des masures, qui vivent dans une pauvreté indescriptible. Il ne faut pas qu'ils viennent les gêner avec les relents de misère, avec le parfum de misère. Il y a des situations, je vous assure, il faut faire le pays profond pour le comprendre. Je pensais que seules certaines zones de pays étaient affectées par cette chose-là. C'est pour ça que je dis aux anglophones, attention, souvent il faut vous plaindre en mettant un peu la pédale douce, parce que c'est compliqué de trouver que, par exemple, dans les zones qui sont non loin des barrages hydroélectriques de Son-Loulou, où il n'y a pas encore de routes goudronnées qui partent, n'est-ce pas, pour y aller, c'est deux roues qui sont à l'air et deux roues au sol. Les populations n'ont pas de route, monsieur. Vous savez comment on a fait pour arriver en Dôme? Vous partez de Douala, vous arrivez à Yaoundé, et vous passez par Okola et Voudoula pour revenir en Dôme. Je suis parti de Dôme, il était 14 h, je suis arrivé à Douala, il était 2 h, 3 h du matin, 3 h du matin. Il faut avouer que ce n'est pas du tout une sinécure de le dire, mais il y a quelque chose de fondamental qui doit être fait, et à nos élites de faire attention. Nous nous battons pour nos trafics, nous nous battons pour une Afrique nouvelle, intellectuelle ou pas. Ceux qui prendront encore le chemin à une certaine complicité contre le continent africain vont trouver la résistance de la jeunesse africaine, vont trouver la résistance des intellectuels dignes sur notre continent et ailleurs, qui vont leur dire plus jamais cela. Et M. Naboupo ou bien qui que ce soit, ils doivent comprendre que les choses ont changé. Vous avez vu ce que nous avons fait en termes de réplique contre le message d'une bébé sur ce plateau. Et ça s'est répandu comme traîneau de poudre, n'est-ce pas? Ça a été viral un peu partout et les gens ont pris les responsabilités pour dire en bébé, leur signifier leur mécontentement. Je crois que tout ça participe à cette... comment dire ça, cette réunion qu'on a encore décalée, parce qu'on se rend bien compte qu'au niveau de l'Afrique, ce n'est pas l'enthousiasme. Les gens n'ont pas accueilli cette idée avec l'affaire au fusil comme avant. Non, oui. Les gens leur ont dit non, votre réunion là ne nous concerne pas. Bon, heureusement, là encore, il faut souvent savoir être un peu, j'allais dire un peu le triomphe modeste. Oui, le triomphe modeste, parce que la réplique vient aussi de l'Occident. Souvent j'entends les gens dire, ah, tel fait ceci, alors qu'il vit à Paris. Madame Yam vit quand même en France. Mais elle peut répliquer de manière objective, n'est-ce pas, pour défendre. Et surtout de manière virulente. Donc, il faut qu'on soit un peu plus modéré dans nos attaques contre tous ceux qui sont hors de notre continent, mais qui œuvrent pour le continent, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont très très nombreux. C'est des millions d'Africains aujourd'hui qui vivent hors de notre continent, mais qui participent à redonner un nouveau visage à l'Afrique, qui participe à la lutte pour que cette Afrique la reconquiert enfin sa souveraineté. Et cela, j'applaudis les deux mains des gens comme mon ami Paul Bekima, qui vit là aux États-Unis, qui est un grand mathématicien, on ne lit pas assez, et qui a embrassé le monde de l'économie et de la finance. Mais regardez la posture de M. Bekima.
Il aurait pu dire, oh, de toute façon, moi je peux continuer à chercher ma petite voie aussi, son sein d'université, et me trouver une petite place dans une institution financière internationale. Il aurait eu cette place, mais non. Il s'est fait harakiri. On appelle ça un suicide de classe. Il a commis ce qu'on appelle un suicide de classe. Il a accepté d'aller embrasser, n'est-ce pas, la misère de son peuple pour aider ce peuple-là à sortir de là. C'est pour ça qu'une fois de plus, j'ai été émerveillé en Dôme et j'applaudis encore de deux mains M. Nguebissa ou bien Nguebicha qui a, au lieu de dire je veux quelque chose pour moi, pour ma famille, il a dit non, faire quelque chose pour ma communauté. C'est ça, ces Africains-là que nous devons célébrer au quotidien. On va également dire merci, il faut le dire comme ça, au docteur Paul Bekima, président de Kepera Institute, lui qui est un grand enseignant du côté des États-Unis, n'a jamais réchigné justement de continuer à servir le peuple africain. Docteur Paul Bekima, pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, il faut mettre tout en œuvre pour boycotter ce colloque de Lomé qui n'est tout autre qu'une ruse, parce que pour bon nombre d'ailleurs d'Africains, c'est une ruse contre les Africains. Et finalement, pour certains d'ailleurs, ils déclarent haut et fort que ce n'est pas à la France de choisir les interlocuteurs, ou alors ces interlocuteurs sur le continent africain, et ceux qui prennent donc l'initiative d'être les interlocuteurs de la France sur le continent africain, pour bon nombre d'Africains, il faut les effacer. Ça, c'est le message aujourd'hui des Africains. Votre réaction, Paul Bekima? Oui, et c'est un message qui est pertinent et qui a sa place. Donc, je profite pour dire bonjour à mon ami Parfum d'Homme et à M. Vianney Keldjon, que je n'ai pas pu citer tout à l'heure. Et vous m'avez un peu embarrassé, parce que je ne connais pas comment réagir face à des compliments. Mais merci, je vous dis merci. Et je souscris à tout ce qui a été dit sur le plateau et par Mme Yam. Et je suis vraiment très heureux de participer à un débat d'un niveau aussi élevé. Et je voulais présenter un tableau tout à l'heure, parce que je vais essayer d'aborder certains autres angles par rapport déjà au tableau que vous avez présenté. Ce qui se passe en réalité aujourd'hui est que les grandes chancelleries, s'il faut les appeler ainsi, ont pris conscience de l'imminence de la mort des monnaies actuelles, tout au moins dans leur fonctionnement. Et il est question de repenser le système monétaire mondial. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous présente quelques références avant de continuer d'ailleurs. Vous avez ici le livre de James Ricard, The Death of Money, la mort des monnaies, et John Ricard a travaillé dans ce qu'on appelle le projet Prophétie, quand il y a eu l'attentat du 11 septembre aux États-Unis. Je vous présente également un livre d'un auteur qui a beaucoup inspiré Ronald Reagan, il s'appelle George Gilbert, The Scandal of Money. Donc, ce n'est pas moi, c'est les auteurs occidentaux eux-mêmes. Ce que nous voyons aujourd'hui ici décliné avec les gens comme les Nobukpo est en fait la projection de la composante française sur l'Afrique. La France joue sa survie, comme l'a dit mon ami Parfum d'Homme. Si elle ne réussit pas à mettre sous contrôle son précaré, si vous voulez, elle-même sera évincée parce que la France ici n'est en vérité qu'un intermédiaire. Donc, mais pourtant, dans le contexte de la calamité monétaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez dans le monde? Parce que je ne veux pas regarder ça seulement du côté étroit de la France et de l'Afrique. C'est qu'il y a des choses qui vont nous échapper. Vous voyez aujourd'hui que la Chine et l'Inde se sont lancés dans l'acquisition des volumes très importants en or. D'un autre côté, vous voyez qu'il y a une accélération de la recherche de la blockchain comme plateforme de la crypto-monnaie dont les algorithmes essaient de reproduire l'évolution de l'or. L'idée est que là où les nouvelles monnaies en préparation pourront être indexées à la fois sur l'or et un ensemble de crypto-monnaies. Donc les riches d'aujourd'hui, qui sont ceux qui profitent le plus de la stimulation des économies, sont en train de réorienter, comme vous voyez, leur investissement vers les biens de plus en plus tangibles et de préférence naturelle. Je vous ai suivi l'autre jour où vous parliez de Bill Gates qui achète des hectares et des hectares de terre. Et vous voyez que c'est ça la nouvelle accélération où on passe d'un papier qui ne vaut absolument rien vers des choses de plus en plus tangibles. Quel est donc le continent en vérité qui a les meilleures terres aujourd'hui? Et vous voyez que ceci n'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie, avec l'accélération de tout ce qui est électronique, vous voyez que, on a besoin des terres rares et de certains produits stratégiques très précis, comme le coltan, l'hélium, le cobalt, et ainsi de suite. Et donc, quelle est la partie du monde
D'ailleurs, d'après, si vous regardez, lisez des gars comme Arthur Robinson, il va vous dire qu'en fait, c'est un chimiste très célèbre, que en fait, pratiquement toutes les composants électroniques avancés aujourd'hui dépendent des terres rares pour l'amélioration et le renforcement de leur performance. Vous savez qu'en fait, il y a 17 terres rares. Et la propagande malsaine aujourd'hui veut un peu éclipser l'Afrique de là, mais la vérité est que l'Afrique est le lieu où les terres rares ont les meilleurs rendements. Et donc, et c'est aussi l'Afrique qui est le lieu de toutes les nouvelles matières premières stratégiques. Donc, vous voyez que toutes les escroqueries, quand on monte des gens comme les Nobukpo, ou autre, ça que je ne m'occupe même pas de lui, pour structurer les économies africaines, sont faits de manière à dépouiller scientifiquement les Africains de leurs biens. C'est dans ce cadre-là, moi, que je veux comprendre toutes les transactions autour des économies africaines. D'ailleurs, lors de ma prochaine prise de parole, je vais donc me contenter de présenter la perspective africaine. Mais jusqu'à présent, mon propos va même au-delà des préoccupations de Mme Yam. Je remets déjà en cause et en question le cadre conceptuel même de la résolution de nos problèmes africains. Ceci veut dire que d'emblée, c'est vrai que je recuse toutes les personnalités choisies par Nobukpo, mais même avec les bonnes personnes, les théories économiques actuelles qui ont débouché sur la catastrophe que nous voyons là avec les économies mondiales qui sont surendettées ne peuvent pas répondre de façon satisfaisante à nos préoccupations d'aujourd'hui. Donc il est question pour les Africains de redéfinir même un nouveau paradigme et d'approcher, d'avoir leur approche originale de leurs problèmes qui ne sera pas une répétition de ce que l'on a vu en Europe et qui n'a rien produit. Et je reviendrai dessus à ma dernière prise de parole, si ça sera la dernière. Merci. Bien sûr qu'il y aura une dernière prise de parole. Je vais également dire à nos téléspectateurs qui ont commencé à nous appeler, accordons-nous encore 10 minutes et nous allons justement ouvrir le standard et ainsi vous allez commencer à nous appeler. Albert Anatola ici, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Africains de se débarrasser du franc CFA? A-t-on besoin du quitus de la France pour le faire? Et surtout des colloques organisés comme celui qui aura lieu en mai prochain du côté de Lomé, alors que, il faut le dire comme ça, la majorité des Africains, au moins à 98%, est pour se débarrasser du franc CFA. Écoutez, je pense que nous avons eu déjà à débattre de la thématique portant sur le franc CFA. Nous avons dit que c'était à la fois simple et quelquefois compliqué. C'est des avantages compliqués lorsque on vous met comme interlocuteur vos propres frères de peau, disons ça comme ça, c'est-à-dire les mélanodermes qu'on vous présente comme étant vos frères et qui vous convainquent, qui viennent pour vous convaincre que non, le franc CFA c'est une très bonne monnaie, elle est flexible, la parité est fixe, les critères de convergence on peut les respecter. Bref, le blabla habituel, c'est-à-dire un blabla qui est suranné, il faut le dire. Je pense qu'avant même de s'engager dans l'idée de mettre ou de s'affranchir du franc CFA, il faut d'abord qu'on nous fasse le point, n'est-ce pas, de ce qui a été engrangé dans le compte d'opération. Ça c'est important, parce qu'il faut d'abord qu'on fasse le point. Ça ne peut pas passer un peu de profit. Deuxième chose que je dois également convoquer, il faut quand même se dire que, contrairement à ce qu'on pense, il y a un côté social de cette imposture, de ce nazisme monétaire. Ce côté social, c'est qu'en 1994, par exemple, nous avons vécu la dévaluation du franc CFA, qui a eu pour conséquence la fermeture de certaines entreprises stratégiques, qui a eu pour conséquence le démantèlement du tissu social, c'est-à-dire les décès de certains individus dont l'emploi a été impacté, les divorces et tout ce que vous voulez. Donc ça c'est important. Et il faut donc mettre ça également à l'actif de ces gens-là, qui sont des gros penseurs de notre système et de notre modèle économique. Donc ça c'est important. Quand j'ai dit cela, je pense que en même temps, il faut mettre en marge déjà un mécanisme de marche, parce qu'avoir une monnaie c'est une chose, mais comment va circuler cette monnaie? Là, ça appelle également des mécanismes de marché. Nous avons un marché qui n'existe pas, c'est-à-dire, de manière théorique, le continent africain c'est un vaste marché, un peu plus d'un milliard, environ 500 millions d'habitants, c'est un vaste marché. Maintenant, il va d'abord falloir régler ce que j'ai pas appelé les susceptibilités, non, c'est pas le véritable mot. Il va falloir d'abord les caprices, voilà, les caprices de leadership.
Parce que vous avez certains pays qui pensent qu'ils ont plus que d'autres. Il faut donc déjà régler cette question, la lever par exemple, le démantèlement des barrières douanières et tout ce que cela comporte. Dès qu'on a fait ça, je crois qu'il faut absolument, parce que faire une monnaie, c'est pas compliqué. C'est une ordonnance. On passe par vote à l'Assemblée nationale parce qu'il faut que ce soit l'assentiment du peuple. Et le peuple est représenté au niveau du Parlement. Mais pourtant, dans certaines constitutions africaines, il y a justement ce problème de monnaie. Oui, c'est une question de souveraineté, puisque nous sommes dans une affaire nous sommes confrontés à une question de souveraineté. La monnaie, c'est une affaire de souveraineté. Et ce n'est pas Macron qui doit régler. Je prends par exemple le cas de la constitution camerounaise. Il est bien établi dans cette constitution qu'il appartient au Cameroun de battre sa monnaie. Absolument. Absolument. C'est possible. C'est même faisable. Sur le plan politique, c'est faisable. Maintenant, il faut donc, à mon sens, mettre en place tout un mécanisme, tout un processus qui doit pouvoir aboutir à cela. Donc je crois que il ne faut pas non plus faire une monnaie sur un coup de tête ou bien non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut quand même mettre en place, il faut des mécanismes pour cela, des mécanismes politiques, des mécanismes juridiques, tout ce que ça comporte pour mettre en place une monnaie. Quand je dis ça, permettez-moi de revenir sur l'élément qui a été présenté tout à l'heure par la réalisation, la vidéo de Mme Nathalie Yam. Pour dire une chose, ce n'est pas, et j'insiste là-dessus, pourquoi est-ce que Paris a intérêt à s'entêter à rester dans le giron de la francophonie, de l'espace francophone d'Afrique? Pourquoi Paris a intérêt à insister à contourner notre monnaie avec l'assentiment du Parlement français? Parce qu'il faut quand même se le dire, c'est inacceptable que le continent africain, c'est le seul continent au monde dont les décisions de gestion sont déterminées par le Parlement d'ailleurs. C'est-à-dire le Parlement français qui détermine notre souveraineté monétaire, souveraineté politique, tout ce que cela comporte. Mais c'est inacceptable. Tout à l'heure, vous avez convoqué un certain Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Pour eux. Qui a créé justement cette banque de la BCAO. Qui a créé la BCAO et qui, en même temps, représente pour les Africains... Entièrement et spécialement pour financer la colonisation. Non seulement pour financer la colonisation, mais pour payer l'endettement des colonies. De l'esclavage. Au profit des bourreaux. Parce qu'il faut quand même se dire une chose. L'Afrique a contribué à payer justement la dette aux bourreaux à la place de payer justement à ceux qui devaient... Napoléon Bonaparte est pour les Africains l'équivalent de la France, l'équivalent de comment je peux dire ça, l'équivalent de Hitler pour la France, voilà. Parce qu'il faut quand même se dire que Bonaparte, c'est un négrier. Il n'était même pas qu'un négrier, c'était un sanguinaire. Et c'est lui qui a reconduit, je pense sur le contrôle d'un homme politique, qui a reconduit l'esclavage. Donc, on a eu justement 2 abolitions de l'esclavage en France. Voilà, mais 2 dates, il faut le préciser. Oui, mais sauf que lui, il a reconduit la première abolition, oui. M. Bonaparte, oui. Que M. Macron a célébré la mémoire il y a quelques semaines. Il y a quelques jours. C'est tout dit. Quelques semaines, quelques jours. Voilà, il s'est tout dit. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un qui veut parler, qui voudrait assainir son regard ou bien ses rapports avec le continent africain, mais qui vous présente comme modèle quelqu'un qui est un scandale pour les Africain, c'est quand même contradictoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à votre question, les pays africains ont totalement la possibilité d'avoir leur propre monnaie. Absolument. Mais en même temps, comme je l'indiquais tantôt, il faut d'abord qu'on fasse le point de nos milliards que Paris utilise pour payer ses retraités, pour payer ses chômeurs, pour payer, comment je peux dire ça, ses gravataires, comme j'ai l'habitude de dire. Donc ça c'est important, ça ne doit pas passer en paix des profits. Deuxième chose, ça ne doit pas passer par un nouveau partenariat, parce qu'il faut d'abord une rupture, avant de voir quels sont, on parlait sur quel banc on parle, parce que c'est maintenant aux Africains de choisir qui peut être leur partenaire, qui peut être leur interlocuteur sur le plan, je parle du point de vue économique et commercial. Donc, quand je dis ça, je termine en disant que aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans l'ordre de ma première prise de parole, il s'agit des think tanks qui sont en train d'être mis en place. Nous attendons ce qui va être suggéré
dans le contexte camerounais, dans le contexte gabonais, dans le contexte ivoirien, dans le contexte congolais, parce que il s'agit là, vous avez Lionel Zingzou, vous avez Elisabeth Moreno, vous avez Annie Bijou, vous avez Vera Songwe, vous avez un certain nombre de personnalités intellectuellement s'entend qui ont été justement sollicitées, qui ont été cooptées pour venir parler aux Africains de leurs problèmes à partir, n'est-ce pas, de la résonance de l'Élysée. Ça pose quand même un problème, non? Vianney Keljon, il faut également rappeler à nos téléspectateurs que le Sénat français avait pondu un rapport et le titre de ce rapport était aussi, il faut le dire, hein, on va dire par comment je vais le dire, le titre de ce rapport était celui-ci, eh bien, l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Cela montre à suffisance que jusqu'à preuve du contraire, la France n'en démord pas et n'en démordra pas tant qu'elle ne va pas rester sur le continent, finalement. Puisque son avenir, c'est l'Afrique. C'est un rapport pondu par les sénateurs français. Moi, je continue à le dire. Rien ne va changer si ce n'est la forme. Parce que le fond va rester le même entre la relation, du moins telle qu'elle évolue, entre la France et l'Afrique. Parce que la France ne veut même pas changer une virgule, sinon la retirer même en fait. Oui. Donc, ce qui veut dire que là maintenant, et justement, au fur et à mesure qu'on avance, disons, je le disais, les masques tombent. Parce que justement, de manière officielle, même le Parlement français commence donc du moins en fait à avouer même du moins un certain nombre donc de penchants. Bon, je pèse mes mots quand je parle même de penchants, même pour la France, pour l'Afrique qu'à la France quand même. C'est dit et c'est clair. Le Sénat le dit, donc le rapport il est pondu, c'est là. Donc c'est connu. Le président Macron lui-même, lorsqu'il disait vouloir redéfinir même les relations entre la France et l'Afrique, il disait exactement, c'est que le continent de l'avenir, c'est l'Afrique. C'est là-bas où tout se joue. Tous les enjeux, c'est en Afrique. Donc, ce qui veut dire que c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Si l'avenir de la France et l'Afrique, où est l'avenir de l'Afrique? Non, l'avenir de l'Afrique, elle, se trouve entre les mains des Africains. L'avenir de l'Afrique se trouve entre les mains des penseurs, du moins des combattants comme Madame Yam, par exemple, comme le docteur. Ça se trouve entre les mains des patients parfaits d'hommes. Oui, disons-le. Peut-être qu'aujourd'hui on le côtoie, mais du moins en fait c'est une bibliothèque qui défend depuis. Nous étions encore tout petits et puis il défendait jusqu'aujourd'hui. Il est toujours là. L'avenir de l'Afrique repose entre les mains des panafricanistes parce que c'est eux et eux seuls qui sauront redonner les lettres d'or donc de l'Afrique, lettres de noblesse à l'Afrique. Parce que jusqu'aujourd'hui, Monsieur Ndom le soulignait même encore, du moins il est parti dans une zone, je pense, rurale, dans une zone rurale. Dans la Sénégal maritime, mais il faut d'abord passer dans le centre pour arriver dans la Sénégal maritime. Exactement. Allez savoir ce qui s'y passe d'ailleurs. Déjà, les contours vous indiquent des difficultés, vous donnent déjà des indications sur les difficultés qu'il faut avoir, qu'il faut braver pour atteindre ces zones-là. Et des difficultés d'ailleurs pour construire une route. C'est compliqué parce que justement vous avez un certain establishment, donc un certain nombre d'élites qui se sont assis maintenant, qui se sont donc gavés et qui ont pensé que maintenant qu'elles se sont gavées, il faut maintenant qu'elles maintiennent les autres dans une certaine servitude. C'est là maintenant, et c'est sur ce levier-là que les pays comme la France jouent. Parce que justement, lorsqu'elles constatent que en ce moment, vous avez donc l'habitude, vous maintenant, de penser qu'à vous, on vous sert encore un peu du pourcentage, pour que là maintenant, vous continuez à maintenir vos frères toujours dans la servitude, pour que là maintenant, vous restituez les richesses que vos frères devaient bénéficier, vos frères, vos générations futures, que vous les restituez aux Français. Et c'est sur ces leviers, parce que quand vous regardez la majeure partie, on a parlé l'esclavage dont on a fait mention tout à l'heure, vous avez donc à peu près, c'était des chefs, c'est des chefs eux-mêmes, donc des chefs eux-mêmes qui créaient donc des ponts. Le blanc allait, il s'asseyait, et puis exactement. Il allait et puis il s'asseyait, il disait, bon écoutez, allez donc, monsieur le chef, on vous apporte le pétrole, on vous apporte le sel, et puis voilà, allez nous chercher les hommes les plus forts. Les chefs envoyaient leurs soldats. C'est dans ce cercle-là, justement, que la France continue de jouer. Et comme je le dis toujours, c'est que la France est dans son rôle. Parce qu'en réalité, la France ne veut pas perdre les intérêts. Parce que la France sait qu'aujourd'hui, si elle perd l'Afrique, en réalité, elle perd en fait même son être.
On espère justement que la France nous suit. Il faut également préciser par ailleurs qu'il y a nos téléspectateurs qui déclarent. Il s'appelle Zekemi, il dit que l'avenir de l'Afrique, c'est l'État fédéral. Et l'autre déclare également que l'avenir de la France, c'est le Moyen-Âge. Allez savoir justement ce qu'ils sont en train de dire. Passez un parfait donc pour sortir rapidement avant de prendre nos téléspectateurs qui s'impatientent à nous appeler et surtout que nous ouvrions le standard. Que pensez-vous de ces Africains qui disent aujourd'hui que les personnes ou alors des soi-disant intellectuels comme Kakona Bukpo, Achille Bembe sont des traîtres? Et d'ailleurs, il faut le dire également, sur notre thème, il est bien précisé la trahison de Kakona Bukpo contre l'Afrique. Je m'intéressais, je veux pas m'intéresser à ce débat. le débat, moi, qui me tient le plus à cœur, oui, c'est la prise de conscience de la jeunesse africaine. Oui. Sur notre continent, bien dans la diaspora. C'est ce qui est important. Personne ne pourrait ramener à contre-courant si ce tsunami qui est la prise de conscience de cette jeunesse se déclenche. Personne. Personne. Soyez à Mbembe, qui que ce soit, Yambendom, tout ce que vous voulez, personne ne pourra se mettre à travers de ce grand mouvement. C'est ce grand mouvement qui va lancer le déclic de notre réveil et c'est pour cela que nous sommes tout le temps, et depuis des années, merci, sur ces plateaux pour participer à cet éveil. Oui. Pour commencer, d'abord, je remercie beaucoup Anatole qui a dit des choses souvent, on va vite, on oublie de les dire. La fracture sociale de tout ce que vous voyez là, les gens n'en parlent pas beaucoup. Alors je commence. C'est un des motifs pratiquement sur vos plateaux. Il nous faut l'unité politique de notre continent. C'est là que ça va passer. Il nous faut l'unité monétaire de notre continent. C'est par là que ça va continuer. Maintenant, on peut procéder par étapes. Et nous avons la chance. Ah oui, on peut retourner. N'est-ce pas la prise qui nous ont été appliquées par les Français comme Fléchon, les Japonais sur un terrain de... Non, les judokas sur un terrain... sur un tatami ouais. Contre notre adversaire. Parce qu'en fait, le principe du judo, c'est quoi? C'est utiliser la force de ton adversaire pour le battre. Ils nous ont confinés dans les espèces d'enclos. Ils ont dit, vous êtes l'Afrique de l'Ouest, vous êtes l'Afrique centrale. Oui, mais allons-y. Commençons par ces enclos. Par l'unité politique au sein de ces enclos. J'ai voyagé avec une dame d'un certain niveau assez important et qui était étonnée quand je lui racontais que la superficie de la Centrafrique est supérieure à celle de la France et la Belgique réunie. Elle me dit non, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais madame, vous avez votre téléphone. Tapez. Vérifiez vous-même. Vous voyez jusqu'à quel niveau. Vous ne parlez souvent des manuels scolaires, mais ce n'est même pas les manuels scolaires qui posent problème. C'est le contenu de ces manuels scolaires. C'est le contenu de ces manuels scolaires qui pose problème. On divague sur des sujets qui n'ont aucun intérêt pour nous. Qui n'ont aucun intérêt pour nous. Tout à l'heure, Bekiba parlait. J'ai dit, mais c'est des sujets souvent qui flottent dans ma tête, mais je ne sais pas comment. La guerre, par exemple, des semi-conducteurs entre l'Occident et la Chine. Mais si la Chine a pu se hisser à ce niveau, pour challenger les États-Unis et leurs alliés dans cette guerre des semi-conducteurs, c'est parce qu'il y a un certain know-how purement chinois qui a permis à ce que la Chine puisse rentrer dans cette bagarre. Si la Chine n'avait pas ce know-how, comment ils auraient pu faire? Donc, l'éducation, l'ignorance et l'obscurantisme sont les deux sabres qui continuent de saucissonner complètement l'avenir de nos enfants. Il faut repenser complètement le système scolaire en Afrique. Il faut repenser complètement l'acquisition des connaissances sur notre continent. C'est comme ça que de moins en moins, on va voir, on n'aura pas assez de farfelus pour vous nous raconter que, bon, comme j'ai fait, je ne sais pas, Sorbonne, dont je possède la science infuse. Pour autant, je ne dis pas que ceux qui ont fait Sorbonne ont perdu leur temps. Mais il faut repenser pour redéfinir les enjeux, pour redéfinir l'axe, n'est-ce pas, de développement que nous voulons, que nous avons choisi pour nous, pour notre continent et pour notre peuple. Troisièmement, j'ai l'habitude de le dire ici, et je le dis encore avec insistance. Si l'Afrique, dans son développement, dans la pensée, la philosophie, n'est-ce pas, qu'elle veut se donner pour le développement de son continent, suit de manière, comme un mouton, c'est un mouton quoi là, l'exemple des Occidentaux, c'est l'échec programmé. Pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté avec le capitalisme. Et heureusement que tout à l'heure, mon ami Paul Bikama le dit, vous voyez, on sort des choses virtuelles qu'on nous a annoncées pour revenir à des choses vraies, physiques, les terres. Par exemple, de l'or. Quand on disait que c'est rien, il suffit qu'un banquier soit à New York et il gère tout ça. Non, 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 non. On veut l'acquérir maintenant parce qu'on sent que c'est de là que va se produire le vrai déclic. Je disais donc que il faut repenser le développement. Le capitalisme a échoué. C'est un échec. Nous ne pouvons pas développer l'Afrique avec les mêmes schémas de reproduction sociale et économique comme le capitalisme. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Pour une raison simple.
Les ressources de notre planète ne sont pas illimitées, non. Elles ne sont pas illimitées. Pourtant, eux, ils déclarent depuis la nuit des temps, et même lorsque vous lisez le protocole de Toronto, qu'ils aimeraient tout simplement que les ressources naturelles mondiales soient universelles. Non. Que cela n'appartienne plus aux Africains, mais que cela soit un partage universel. Merci beaucoup. Bon, de temps en temps, on varie. On dit que cette fois-ci, on ne va pas investir avec le taux d'investissement dans les armements aux États-Unis. On viendrait le faire en Afrique. Là, on comprendra qu'elle est universelle. Que tu puisses partir d'ici et voyager sans problème, sans qu'on t'impose les Pourtant, c'est le plan qui est mis en place. Hein. Je prends un fait banal pour montrer comment il faut faire attention. L'ensauvagement, parce que c'est ça, la sauvagerie, la barbarie avec laquelle ces gens-là essaient de nous imposer le rythme de leur propre développement, va complètement déstructurer nos sociétés, et ce n'est pas fini, va appliquer une espèce de razzia sur nos environnements. Vous connaissez cette espèce de crapaud qui est gros comme ça, là, qu'on appelle le... Goliath. Goliath. Oui. Est-ce que vous savez que les Américains viennent dans la zone de Njombe et prélèvent, n'est-ce pas, des couples? Oui. Ils amènent en Californie dans les zoos. Les zoos, hein, pour que leurs enfants, eux, puissent avoir le plaisir de les voir. De regarder. Mais chez nous, on massacre tout. Conséquence, vous allez voir, d'ici quelques décennies, nos enfants vont payer des billets d'avion aussi pour aller en Californie voir ces animaux. Goliath, oui, je ne parle même pas de la forêt, je ne parle pas du bois. Je vous prends un exemple banal comme ça. Là. Cela veut dire quoi, Ngos? Ces gens-là ont compris que le paradis, c'est chez nous. Mais ils veulent faire de ce paradis un espace qui va exister sans les Africains. Pour qu'ils puissent profiter, n'est-ce pas, à souhait de tout ce que nous avons comme richesse. D'où ce que tu viens de me dire. Il faut faire quoi? Il faut universaliser. Universaliser la richesse. Les richesses. C'est-à-dire que ce qu'ils ont pillé chez nous, ce ne sont pas les biens d'esclavage, de notre sang, de la colonisation, ce n'est pas un problème. Maintenant qu'ils se rendent compte que, attention, peut-être qu'on n'a pas pris l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait? Il faut universaliser, n'est-ce pas, faire du patrimoine mondial, tout ce qui existe. C'est faux et c'est archi faux. Et je sors pour dire... Rapidement, hein, parce que les téléspectateurs s'impatientent, ils appellent déjà... L'histoire est importante. Oui. Je vais faire un petit topo sur l'histoire de la monnaie en Afrique, à partir de la Banque du Sénégal. Parce que cette affaire de dire la BCAO c'était Napoléon, et Napoléon, non, c'est pas vrai. Il faut faire attention parce que les gens qui nous écoutent, d'autres qui sont 1000 fois plus calés que nous, dire une chose pareille, on va leur parler un peu saugrenu. Donc demain, sur votre plateau, je vais faire un effort de retracer, n'est-ce pas, l'histoire de la monnaie et des banques en Afrique avec la domination française, sous domination française. Merci. Merci à vous également, hein, Patient Pafendom. On va ouvrir le standard parce qu'ils sont déjà nombreux, les téléspectateurs, à nous appeler. Ils sont déjà au moins une trentaine d'appels que nous avons manqués. Maintenant, le standard est ouvert. Le numéro s'affiche au bas de vos écrans. Vous êtes libres de nous appeler. Et d'ailleurs, en parlant, ils ont déjà commencé à appeler. Au téléphone, bonsoir. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Oh, bonsoir. Pour qu'on s'entende super bien, baissez le volume de votre téléviseur. Là, vous allez nous entendre mieux. Baissez le volume de votre téléviseur. Là, oui, on va mieux s'entendre. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, bonsoir le plateau. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, Ali, depuis le Togo. Depuis le Togo, on vous écoute. Oui, merci pour l'émission. Nous étant africains, nous devons aller de l'avant et ne pas toujours considérer tout ce que nos frères traîtres sont en train de faire. Parce que de francs CFA, il faut que nous puissions continuer à multiplier la masse critique pour que les Africains comprennent l'importance du réveil que votre groupe est en train de dire. Et c'est là l'important. Si nous allons prendre le temps à écouter tous ceux qui sont les traîtres, ça ne va pas marcher. Donc, c'est ce que moi j'ai voulu ajouter par rapport à l'émission. Et bonne suite de l'émission à tous. Merci. Merci également à vous qui nous appeliez depuis le Togo cet après-midi. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous appeler. Le standard reste et demeure ouvert. Vous pouvez nous appeler. Bonsoir monsieur, vous faites vraiment un bon travail. Que Dieu vous aide, nous vienne en aide. Vraiment du courage à vous et surtout à l'Afrique. C'est une personne qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire ce matin. Je sais que le standard va être un peu saturé, mais vous pouvez nous appeler maintenant. Bonjour monsieur Steve et au panel. L'Afrique est pauvre, très endettée, avec des soucis générationnels.
seule, elle n'a pas marqué l'histoire. Elle est le berceau de conflits, de guerres et d'instabilité. Nous prions la France de laisser l'Afrique croupir dans la misère que de raconter ce genre de sogre. Bon, on vous comprend parfaitement. Je reviens sur votre message dans un instant. Allô, bonsoir. Baissez le volume. Allô, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur. Vous pourrez nous avoir facilement. Ouais, Steve. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis, on vous écoute. Ouais. Pourquoi le choix du Togo par rapport à l'affaire du DECO là? C'est que le Togo a été une plante tournante pour la déstabilisation des pays francophones. Et aujourd'hui, Kakoun Boupo a été présenté pour nous, les Togolais, comme quelqu'un qui est un intellectuel et quelqu'un qui s'était victimisé par rapport à sa participation au gouvernement togolais. Et il a été jeté par le gouvernement à plusieurs reprises et il a été victimisé au niveau de la francophonie et tous ces trucs-là. Et je vous dis que c'est une mise en scène. Et aujourd'hui, c'est un gars qui est très dangereux pour l'Afrique. Il est vraiment dangereux et le sommet du Togo n'apportera rien et absolument rien pour les Africains parce que la France s'approprie le devoir du franc CFA. Si la France ne gagnait rien dans le compte du CFA, pourquoi la France s'acharne sur l'appropriation du franc CFA? Et les poumons qui ont été rejetés, le Nigeria, le Ghana, il n'y aura rien de bon pour ce sommet du Togo, parce que le Togo c'est un pays où actuellement c'est décrété pour 6 mois, c'est interdit toute activité ou bien tout regroupement d'hommes pour manifester. Et c'est pour ça que le choix du Togo est nécessaire pour la France, parce que quand ils vont faire leur scénario au Togo, il n'y aura personne qui va manifester, il y aura un groupe qui va manifester. C'est pour ça que Macron a choisi le Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président togolais illégitime d'ailleurs a été reçu par Macron le mois passé pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est en train de se passer. Et je tiens vraiment à remercier tout le panel du DBS, tous ceux qui sont aujourd'hui là-bas, Trip A, Parfendom et vous, spécialement Steve. Je vous remercie beaucoup et je suis tout le temps connecté et vous êtes des meilleurs en Afrique aujourd'hui et votre travail regorge beaucoup et nous réveille aussi. Merci beaucoup. Merci à vous également qui nous appelez depuis les États-Unis d'Amérique cet après-midi, toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Rudy depuis l'Espagne. Rudy depuis l'Espagne, on vous écoute. Oui, ton frère des saints. Ouais, le frère des saints. Bon, allons-y d'abord pour l'instant. Bon, j'aurais 2 questions aujourd'hui, une farfelue. Bon, j'aimerais savoir, monsieur Achille Bembe, vous savez, nous en Afrique, nos noms signifient quelque chose. Monsieur Achille Bembe, c'est quoi la signification de son nom? Il s'appelle Mbembe ou Mbembe. Bon, enfin, c'était la question farfelue. Maintenant, sérieusement, j'aimerais poser la question et déjà bonsoir à Steve, à Triple A, à Vianney, à mon grand frère Ndom et au professeur Bekima. J'aimerais poser la question au professeur Bekima et à Patient Parfait. S'il vous plaît, dites-nous un peu quelle est la difficulté
à mettre une monnaie en marche pour les pays africains. Voilà, merci et bonne émission. Merci également à vous, Rudy, depuis l'Espagne, cet après-midi. Bon après-midi à vous également. Toujours au téléphone, ça continue de sonner. On sonne et puis on prend. Allô, bonsoir. Alors, bonjour. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je m'appelle Amadou Sénégal. Amadou, depuis le Sénégal. Oui, je vous appelle depuis le Sénégal, oui. Allons-y, on vous écoute. Ok, bonjour, je vous salue vous tous. Je salue tous les invités qui sont au niveau du panel. Donc, à M. Bekima qui est aux États-Unis, depuis les États-Unis. Je salue Partendom, je salue le jeune là, qui vient d'entrer dans le cercle de la dénonciation panafricaine. Donc, je salue aussi monsieur, comme vous l'avez triple I, moi, au Cube. Oui, donc, je dis que vous êtes sur la bonne voie, sur le chemin donc, de la libération. Donc, pour déchaîner les chaînes de l'esclavage, les chaînes de la colonisation occidentale. Donc, le combat que vous menez du jour au lendemain, donc l'éveil, l'alerte de la jeunesse africaine, donc est presque arrivé donc à terme. Il suffit tout simplement que nous nous approchions et que nous, les jeunes, donc nous puissions être donc en mesure de mener ce combat-là. Parce que comme les Bekima et autres là, donc ils sont vieux, donc ils peuvent nous accompagner, nous les jeunes pleins d'essence, pleins d'énergie. Donc c'est nous seuls qui pouvons mener ce combat à terme, c'est-à-dire s'il faille donc verser le sang, nous serons prêts à le faire. Donc pour que notre continent, notre cher et riche continent puisse donc se déchaîner de ces chaînes-là qui depuis des siècles et des siècles donc met en obstacle le continent africain. Donc concernant donc le franc CFA, donc qui a été, comme l'a rappelé Madame Nathalie, à partir de la banque de BCEAO qui se trouve ici au Sénégal. Donc, depuis fort belle. Cet appelant est parti. Amadou qui nous appelait depuis le Sénégal cet après-midi. On espère qu'il va revenir. On va prendre un autre rapidement au téléphone. Bonsoir. Alors, bonsoir, DBS. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Kocha depuis le Togo. Depuis le Togo, on vous écoute. Ok. Pour commencer, je remercie le frère Parfendom, Triple A et M. Vianney et vous aussi, avec le professeur Bekima. En fait, je veux juste souligner un point, que plusieurs Africains qui veulent s'éveiller, aujourd'hui, ils restent bernés par les soi-disant intellectuels venant de l'Occident. Donc, la grande partie, quand on voit quelqu'un qui vient de là, même tout ce qu'il dit est vrai. Et ça souvent empoisonne notre éveil. Donc, ce que je veux dire, on ne peut jamais attendre quelque chose de notre mannequin qui est à la tête du pays, le Togo, ici. Et si Macron a choisi le Togo, il sait très bien que le Togo est un lieu stratégique pour bien agir. Parce que ce mannequin ne fait que accepter seulement tout ce que le sataniste de l'Occident lui dira. Donc, aujourd'hui, les masques sont interdites au Togo. Parce que ils savent que quand ils vont venir faire le désordre ici, il n'y aura personne qui va se manifester. Donc, moi, je conseille tous les Africains qui sont à l'écoute de ne pas prendre en compte ce monsieur-là qui nous tourmente, qui nous ment de tout moment que lui, moi, je ne crois pas. Quand je vais sur l'internet, je lis ces choses-là, moi, je passe.
Donc, c'est ce que moi, je veux apporter comme contribution. Et la lutte continue, j'encourage. Merci à vous également qui nous appeliez depuis le Togo et vous nous dites d'ailleurs, hein, vous êtes nombreux à nous appeler pour nous faire comprendre que là-bas, les marches sont interdites. Voilà pourquoi ce colloque pourra avoir lieu justement vers la fin du mois de mai prochain. On prend toujours un appel au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Moto depuis la Suisse. On vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, je salue déjà tous les panélistes qui sont sur le plateau. Et moi, je ne veux pas être très long, c'est juste qu'en écoutant le débat, j'avais une préoccupation toujours concernant le thème lié à l'intellectualité, en fait, l'intellectuel africain. Parce que moi, j'aimerais vraiment comprendre quels sont les mécanismes mis en place par l'oppresseur pour pouvoir amener nos intellectuels à changer de cap. C'est quelque chose en fait que moi jusqu'aujourd'hui j'ai quelques idées, mais je n'arrive pas vraiment à comprendre ça, que on a des intellectuels, on sait bien qu'ils sont formés chez eux et qui vont toujours on va dire défendre leur cause, mais on a un autre type d'intellectuels qui sont nés en Afrique, ont débuté leur combat individuellement, personnellement, et au début c'est vraiment un espoir pour tout le monde, et puis tout d'un coup ils changent de voie, ils changent de cap. Et généralement ça vient avec les termes universalité, universel, nous sommes tous les mêmes, etc. Donc moi personnellement, peut-être les panélistes pourront m'aider par rapport à ça, mais j'aimerais vraiment savoir quels sont ces mécanismes qui amènent nos intellectuels à changer de cap aussi radicalement. Et voilà, j'aimerais laisser la place aux autres, hein, et je souhaite un bon dimanche. Bon dimanche à vous également, Moto. Depuis la Suisse, je vous répondrai par une seule réponse. Je vous donnerai d'ailleurs la seule réponse, l'argent. Allez savoir. Au téléphone, bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Je souhaitais parler sur DBS. Vous êtes déjà sur DBS, on vous écoute. Comment est-ce qu'on vous appelle? Hilarion Degla. J'appelle depuis l'Espagne. Depuis l'Espagne, on vous écoute. Oh, oui. Et je voudrais dire que d'abord, je tiens à saluer tous les panélistes. Je suis très content d'avoir pu appeler aujourd'hui. Et il faut dire que je veux intervenir sur la création du franc CFA, qui est en réalité c'est-à-dire la création d'une monnaie africaine, je veux dire. On peut facilement créer notre propre monnaie, parce qu'il faut se dire que une monnaie, ce n'est qu'une pièce, ce n'est que du métal, au fond. Et tergiverser autour du problème de la création du français et d'une monnaie, vous m'excusez, c'est un peu comme si on est dans l'incapacité de le faire. Aujourd'hui, si on le veut, on peut le faire. On peut créer notre propre monnaie. C'est du métal et un biais, simplement, qu'il faut mettre en place, qu'on va appeler, comment dirais-je, éco, pas l'éco et Wacom, mais l'éco qui a été pensé par les Africains eux-mêmes. Donc, moi, je suis même très content que c'est grâce à DBS et Afrique Média qu'on a même su où se fabrique la monnaie. Sinon, les Occidentaux, en fait, ont voulu nous faire croire que c'était un mythe qui est autour de la monnaie, au fait. Que c'est un grand mythe qui est autour de la monnaie et qu'en tant qu'Africain, on ne peut pas avoir une monnaie. Donc, déjà, le simple fait que Afrique Média ou DBS ont contribué à nous faire savoir où Ce téléspectateur s'en est allé, nous prenons un autre rapidement au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je voudrais parler sur... Comment est-ce qu'on vous appelle? On ne l'entend pas bien, on va prendre un autre appelant rapidement au téléphone. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Léger, je vous appelle du Brésil. Depuis le Brésil, on vous écoute. Bon, ce que moi je voulais dire d'abord, cet écho est vraiment de la merde.
l'éco-ouest africain, c'est de la merde. Moi, je pense véritablement que l'Afrique centrale a une grande longueur d'avance. Maintenant, je pense que le président Biya, beaucoup disent parfois qu'il est un panafricaniste. Je pense qu'il a une chance en or. Parce que nous n'allons pas tout le temps attendre la mort des présidents avant de débattre de ce qu'ils ont été panafricanistes ou pas, comme parfois on l'entend avec le président Déby. Je pense que le président Biya est au soir de sa vie et il devait plus avoir rien à perdre pour sortir officiellement du franc CFA, pour rentrer dans l'histoire par la grande porte, comme les Sankara. Autrement, à la mort du frère et du blanc, sans une sortie du franc CFA, ce serait vraiment une grande perte. Et gare à celui qui dira en son temps qu'il a été un panafricaniste parce qu'il a tout. Il n'a plus rien à perdre. Et je soutiens le président Touadéra de la République France-Africaine en lui disant que tout l'Afrique est derrière lui. Qui doit savoir que, comme le disent parfois les Ivoiriens, que c'est un cabri mort et il n'a plus rien à perdre pour sortir officiellement, pour créer sa propre monnaie et sortir du franc CFA, comme les Rwandais, comme tous les autres pays. Et si possible, rompre les relations diplomatiques avec la France. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous également qui nous appeliez depuis le Brésil. Là encore, on nous fait comprendre justement que du côté du Brésil, on peut nous avoir au téléphone. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonsoir. Oui, moi, c'est Kamanda Androu. Je suis à Yaoundé. Depuis Yaoundé, on vous écoute. Oui, bon, je voulais parler de tout ce qu'on a On ne vous entend pas bien, hein. Vous allez essayer de vous arranger et aller là où il y a justement le réseau pour nous avoir cet après-midi. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, on vous écoute. Comment est-ce qu'on vous appelle? Ah, moi c'est Kenny, depuis l'Espagne. Depuis l'Espagne, on vous écoute. Oui, bon, la situation de Lomé, là, comme vous avez dit, justement, ils ont choisi d'organiser leurs choses là à Lomé parce que là-bas, c'est vraiment un pays qui est à genoux. C'est le cœur de la France-Afrique, malheureusement. Et comme vous avez dit, il n'y a pas de manifestation là-bas, donc c'est un terrain propice pour faire passer la pilule de l'imbécilité monétaire par rapport à ce rendez-vous. Mais vous voyez, toutes ces gesticulations, en fait, c'est parce que c'est à cause de ce qui se passe en Centrafrique. Ils savent que Touadéra est à un doigt de sortie du franc CFA. Donc, il faut mettre en place plusieurs mécanismes pour ralentir tout ça, créer des forums à gauche, à droite, pour détourner l'attention du monde. Vous savez qu'avec la Russie qui est en train de lui donner un coup de main, il s'apprête à sortir du franc CFA. Et comme je disais, en ce moment, Dieu se trouve du côté de l'Afrique parce que nous avons même déjà des informations qui nous proviennent de Chamalières, là où on fabrique même le franc CFA. Et ça chauffe, parce qu'on ne parle jamais de l'usine même. C'est dommage, je vois souvent des Africains manifester en France, devant la Tour Eiffel, des choses comme ça. Alors que là où ils doivent faire les manifestations, c'est devant Chamalières, devant l'usine où on fabrique le franc CFA. Ils doivent faire des manifestations là-bas tout le temps, mais puisque c'est là-bas où notre avenir est dérangé. Donc, aller à la Tour Eiffel, ça ne sert à rien. Il faut faire la manifestation devant l'usine. Et si possible, détruire même l'usine là, plus que c'est là-bas le mal de l'Afrique. Et nous avons des informations parce que déjà, la situation en Centrafrique, ça stresse la France-Afrique parce que vous savez que c'est le franc CFA qui nourrit le terrorisme. Parce que, laissez-moi vous dire, puisque ce sont eux qui fabriquent notre argent, donc quand eux ils fabriquent ça là-bas, il y a une partie qui part dans nos banques centrales, il y a aussi une autre partie qui part dans les mallettes noires pour financer les choses bizarres. Donc ça fait qu'eux, ils n'ont pas besoin de passer par nos banques pour avoir notre argent. Ils prennent ça directement depuis Chamalières. Il y a un lot qui est destiné à faire les basses besognes en Afrique. Et donc, voilà toute la déstabilisation là. Donc quand un pays parle de sortie du franc CFA, ils sont dans tous leurs états, c'est la paranoïa totale.
Et malheureusement, sur le temps de Dieu, ça risque d'arriver. Donc, ce que vous voyez là, Forum à gauche, Paris à droite, en ce moment, le FMI s'apprête à injecter plusieurs milliards pour s'aimer le flou. Quand ils sentent que l'Afrique est en train de mettre en place ces mécanismes pour se libérer, ils créent un truc de budget, ils injectent l'argent dans le monde pour s'aimer le flou, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les choses se stabilisent à notre niveau. Bon, je veux m'arrêter là, mais garder à l'esprit que toutes ces gesticulations-là, c'est par rapport à la situation en Centrafrique, parce que géopolitiquement parlant, c'est le dossier le plus avancé. Lorsqu'on parle de libération et de prendre son destin en main, c'est en Centrafrique. Et ils savent que si la Centrafrique sort du franc CFA, il y aura un effet domino. Donc le Congo va sortir, la Guinée équatoriale, et la France retourne au XVIIIe siècle, parce que c'est ça la réalité. Donc vous avez vu ce qui se passe, les terroristes qu'on attrape à gauche, à droite, et c'est dommage. Bon, je vais m'arrêter là. Merci Steve Jocelyn. Merci à vous également de nous avoir appelés cet après-midi. On va s'arrêter là pour les appels cet après-midi parce qu'il ne nous manque plus que 6 minutes pour sortir de cette édition de Feu Vert. Nous allons aller directement du côté des États-Unis pour retrouver Paul Bekima en 1 minute. Il y a d'ailleurs un téléspectateur qui vous a posé la question. Quelle est la difficulté à mettre en place une monnaie sur le continent africain? Répondu à cette question, de même que Vianney et Triple A. Les questions ne sont pas en vérité techniques. Notre principal ennemi est notre mentalité. C'est-à-dire nous sommes plongés dans un système qui est conçu pour fabriquer des colonisés. Et nous sommes bombardés des éléments qui vont le renforcer. Je viens par exemple du Cameroun, d'une ville qu'on appelle Douala. Vous avez des rues Kitchener, des rues Jououf, et même il y a une place du général de Haute-Clos qu'on appelle l'Éclair. Il y a un lycée qui porte également son nom. Donc tout est fait pour entretenir une mentalité de colonisé. Et donc toutes les questions se rejoignent. Quand on parle de l'universalité, le postcolonialisme, il ne peut pas avoir un postcolonialisme entre quelqu'un qui a une mentalité fortement de colon et quelqu'un qui a une mentalité fortement de colonisé. Ou le postcolonialisme, on évolue dans le colonialisme. Mais si vous me permettez, j'ai envie de passer rapidement sur quelques solutions. Triple A a parlé du nazisme monétaire. Et dans la semaine, vous avez animé un thème d'une importance capitale, à savoir la signification du terme intellectuel en Afrique. J'ai envie de contribuer très rapidement un peu à ce débat. Par case, ce débat est une partie de la solution. Je souscris à tout ce qui a été dit, mais j'ajoute ceci. Ce truc, on doit avoir une solution qui touche au moins 2 points, à savoir, nous devons savoir qui nous sommes et comprendre également notre adversaire. Car la connaissance de ces 2 composantes participe à notre libération psychologique. Un intellectuel africain digne de ce nom doit maîtriser non seulement la tradition africaine, mais également assumer et comprendre toute la pensée profonde de l'Afrique, depuis leurs ancêtres égyptiens, comme les Pataoteb, à Douave, en passant par les Kounanoub, Sérotépipré, Kadini, Akhenaton, et j'en passe. Et attaquer violemment le négationnisme de notre héritage nubien. Si quelqu'un nous comptait cet héritage qui a été clairement établi de façon scientifique par Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, on ne devrait pas traiter avec une telle personne. Et de l'autre côté, on doit être très sérieux dans l'étude de l'idéologie qui sous-tend le déploiement de nos adversaires chez nous. Ça va nous permettre de pouvoir anticiper sur les stratégies et voir au-delà de l'apparence. Je vais un peu vous surprendre. Mais je pense que tout Africain digne de ce nom doit sérieusement étudier la pensée nazie et tous les penseurs racistes que j'ai précédemment cités. Je trouve, là se trouve en vérité l'esprit de l'Occident qui nous aborde. Donc, pour essayer d'avancer un peu, je dirais que nous devons vraiment sérieusement étudier l'Afrique noire précoloniale. Là se trouve le fondement réel de tout le nouveau système que nous aurons à mettre en place. Mais en attendant, l'Afrique actuelle a plus besoin d'une séance de l'organisation et de la mobilisation de talents. Je suis très optimiste. Je sais que notre libération est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Et en passant pour finir, je prends quand même 2 livres importants. Je vois le livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation et Barbarie. Il y a son livre de l'Afrique noire précoloniale. Et, comme je vous l'ai dit, l'un des livres d'un maître nazi, Alfred Rosenberg. On doit lire ces livres. On doit lire Martin Bormann. On doit lire le docteur Joseph Negela. On ne peut pas faire l'économie de ce genre de choses. Comprendre ce que ces gens sont en train d'utiliser aujourd'hui contre nous
et ça va nous permettre d'anticiper. Vraiment, je suis très heureux d'avoir participé à ces débats et je vous remercie. Docteur Bekima d'avoir été avec nous cet après-midi. Albert Anatola, ici finalement, le Wacron est une, on va le dire comme ça, une entreprise vaine qui ne va pas porter des fruits dans les jours à venir en quelques secondes. Je pense que ça ne doit pas porter des fruits. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure lors de mes précédentes prises de parole, nous sommes en quête d'une souveraineté, d'une indépendance totale et sans condition. Donc il est hors de question que nous réservions, n'est-ce pas, les problèmes africains sur l'Albanie ou sur la tutelle française, que ce soit aux Nations Unies ou ailleurs. Nos problèmes, ça concerne les Africains parce que Macron, comme j'ai dit, a été élu par les Français et pour les Français pour résoudre les problèmes des Français et de la France. Donc, lorsque vous êtes dans une perspective de souveraineté et d'indépendance, vous n'avez pas besoin d'éléments extérieurs qui, à mon sens, sont le problème à l'intérieur, contribuent à créer des problèmes à l'intérieur de votre territoire. Donc, de mon point de vue, la France, Macron et ses successeurs, ses prédécesseurs, son prochain successeur et ses prédécesseurs sont le problème africain, du moins dans l'espace francophone. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut justement, comme l'indiquait tantôt Patient Dom, nous sommes en train de gagner une masse critique et c'est important, cette masse critique, parce qu'il faut qu'on passe à l'action de manière véritable. Vianney Keldion, pendant ce temps, pour bon nombre d'Africains qui nous ont appelés cet après-midi, c'est une mise en scène qui se prépare du côté du Togo le mois prochain et qui n'apportera absolument rien. C'est évident. C'est évident justement parce que le lieu est très très bien choisi. C'est un lieu là où justement on a interdit donc de manifestations. Comme ça, les Togolais qui nous appellent tout le temps, qui sont d'ailleurs très virulents, ne pourront pas marcher pour dire non justement à ce colloque de Kako Nabukpo. Oui, parce que justement on a observé toujours des marches, même je crois même en Côte d'Ivoire quand il y avait des sommets du genre, il y a toujours eu des réactions des anti-français qui arrivaient et qui essayaient un peu de perturber la tenue des événements. Donc certainement, là maintenant le lieu est bien choisi et le pavé est lancé dans la mare maintenant. On espère simplement que les autres troubles ne vont pas faire trop de vagues. Merci à vous d'avoir été là cet après-midi. Patient Parfait, donc pourquoi justement la France s'acharne sur l'appropriation du franc CFA quand on sait également que c'est elle qui a créé ce franc CFA? C'est d'ailleurs la question que vous a posée un téléspectateur. Pour une raison simple, ça lui profite. C'est aussi simple que ça. Non, je pense que ce que le Togo, en fait, c'est la plaque tournante de toutes les barboseries france-africaines. Hein. Moi, j'appelle ça la Suisse de la France-Afrique, sur le plan monétaire. C'est là où tout le blanchiment de tout ce qu'on pille ici en Afrique se passe. Ce qui va se passer au Togo, c'est nous sommes sur un ring avec un adversaire. Il a déjà reçu de sérieux coups, mais il se défend aussi comme il peut. Parce que l'histoire de l'écho Macron, là, c'est un plan savamment orchestré pour éventrer une idée géniale des pays d'Afrique de l'Ouest de se doter d'une monnaie qui leur soit propre. Et justement, à ce colloque n'est pas invité le Nigeria, ni aucun représentant du Nigeria. Vous voyez vous-même que c'est fait à dessein. C'est pour éventrer ce projet d'une monnaie sous-régionale. Aucun Ghanéen n'est invité là-bas, aucun Nigérian. Ce n'est pas hasard. Nous allons y revenir plus tard. Excusez-moi pour d'aller vite, parce que je vois que le temps ne tient la gorge. Oui, c'est terminé. Quelqu'un nous a parlé à propos de Mbembe dans la culture africaine, les non-dimensions toponymiques. Mais il faut qu'on rentre aussi dans la cosmogonie africaine, par exemple. Quand il fallait épouser une femme, on faisait parler le Ngambi, qui nous disait si oui ou non, cette femme-là qu'on a épousée, ce mariage sera un bon mariage, voilà, pour nous faire des enfants, pour avoir la possibilité avec elle, etc., etc. Quand il fallait donner un nom à un enfant, ce n'était pas fait au hasard. Il y a des gens qui ont fait des enfants qui mouraient, et puis finalement ils réussissent à faire un enfant qui tient, et ils donnent des noms. De Kajob, de Yarnier, de Ndobo Job, etc., etc. Masoda, ce n'est pas fait au hasard. Mais plus tard, il y a une dimension qui va prendre le dessus. C'est que les gens ont eu tendance à reproduire leur propre nom sur leur progéniture. Si je m'appelle Ndom, de manière automatique, j'ai tendance à donner le nom Ndom à mes mâles. Alors que normalement, dans la tradition africaine, je devais changer le nom de mes enfants en fonction des difficultés de ma vie, de l'expérience de ma vie, de ce que j'ai, pour essayer de replacer ce nouveau venu dans le monde, dans le contexte de cette Afrique et de cet environnement et dans lequel j'ai baigné. Maintenant, le retournement de veste des intellectuels africains. D'abord, là, je suis d'accord avec Bekima,
c'est nous qui les faisons porter les lauriers comment dire ça? Des intellectuels africains. Mais intellectuels africains, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour le continent? Absolument. Il y a des gens qui ont écrit 2 livres. On dit oui, il est super, il est sublime, mais les livres sont en français. Il vit à Paris, il donne les cours, je ne sais pas. Il ne participe en rien pour muscler justement la masse critique africaine. Donc je me demande en quoi ces gens-là sont de véritables intellectuels. Maintenant, pour sortir de là, il y a la question de la corruption. La question de la corruption. Ces intellectuels sont corrompus finalement. La question de la corruption, la question du complexe. Et Anatole revient souvent sur cette affaire-là. Tant qu'on n'a pas purgé la question du contentieux historique, on aura toujours des intellectuels qui seront corrompus, qui vont estimer qu'ils ne vont pas vivre, ils ne veulent pas vivre le destin, la vie de M. Ngoz. Donc pour eux, il faut qu'ils s'aménagent, n'est-ce pas, des situations de place au paradis. Ah, monsieur. mais avec le corona, je crois qu'ils n'ont pas retenu les leçons du coronavirus. Merci beaucoup. Coronavirus nous a démontré que c'est chez nous qu'on sera obligé de bâtir notre propre paradis. Merci. L'économiste togolais a considéré comme graves et diffamatoires les propos de Nathalie Yamb contre lui et certains des invités au colloque de Lomé. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.